L'affaire d'aujourd'hui est le genre d'affaire qui me laisse complètement bouche bée face à la connerie humaine. C'est une histoire qui nous montre à quel point l'humain est capable des pires choses. Régulièrement sur la chaîne, j'ai l'habitude de traiter des affaires où des gens tuent pour des pulsions sexuelles, sadisme, jalousie, haine ou même pour de l'argent. Cependant, de mémoire, il ne me semble jamais avoir évoqué d'histoire où une personne a été tuée par simple lâcheté. Lorsque j'ai commencé les recherches concernant le meurtre de Molly Watson, je m'attendais à tout sauf à ce que j'ai découvert et le motif insensé de sa mort. Je vais donc éviter de trop vous en dire pour ne pas vous spoiler. Mais on va se plonger tout de suite dans un rapide contexte. Qui est Molly Watson ? C'est une jeune femme épanouie, mère d'un petit garçon, et qui possède sa chaîne YouTube où elle poste des vidéos de sa vie et de sa passion. Elle s'est fiancée récemment avec James Eddy, l'homme qui partage sa vie depuis 7 ans. Comblée de bonheur, elle est en plein préparatif pour ce grand jour qu'elle attend folle d'impatience. Cependant, à 2 jours de dire oui en robe blanche à celui qu'elle aime, elle est retrouvée morte, une balle à l'arrière de la tête, sur une rue boueuse et isolée. Ici, la question qu'on peut se poser, c'est la suivante. Mais qui a bien pu abattre si froidement la future mariée, alors qu'elle semblait aimer de tous et n'avoir aucun ennemi ? Elle, qui n'était que lumière et amour, a été trahie d'une ignoble façon et perdra la vie lorsqu'elle découvrit la vérité. Confrontée à son imposture et ses faiblesses, son assassin préféra la tuer que d'avouer la vérité et assumer leurs conséquences. Malheureusement pour lui, en plus d'être un lâche, cet individu est complètement stupide. Il va réussir à mener la police directement sur ses traces une fois son crime accompli. Ladies and gentlemen, il est temps maintenant de découvrir l'effroyable histoire de Molly Watson. Let's begin. Molly Nicole Watson est née le 15 décembre 1982 à Moberly dans le Missouri. Fille de Timothy Earl Watson et de Sandra Lynn Davis, elle a grandi au sein d'un foyer aimant à Huntsville. Son père avait servi dans l'armée américaine, avant d'être embauché au sein de la centrale électrique de Thomas Hill, où il restera jusqu'à sa retraite. Il est connu pour être un homme calme, généreux, aimant et intègre. Des valeurs peu communes aujourd'hui et qui manquent cruellement. Sa femme, régulièrement surnommée Sandy par ses proches, est décrite comme ayant la main verte, écoutant du rock classique, lectrice avide et bonne vivante. C'est le 31 décembre 1969 qu'ils décidèrent d'unir leur destin jusqu'à la fin de leur jour. De cette union naîtront 3 enfants, Timothy, Heather et Molly. Malheureusement, peu de temps après la naissance d'Heather, le 10 juillet 1974, elle perdra la vie. Elle est morte à l'âge de 2 mois. C'est tellement triste. Imaginez la douleur des parents qui perdent un être cher. Sincèrement, je ne souhaite à personne de vivre ça, pour rien au monde. Aussi dramatique que fut cette épreuve, elle sembla encore davantage souder les liens familiaux, et Tim est devenu un grand frère très protecteur. Ici, comme le père et le fils ont le même prénom, quand je dirai Tim, il s'agira du frère de Molly, tout simplement. Et lorsque j'évoquerai son père, je dirai tout simplement Timothy. D'ailleurs, à ce sujet, je suis un peu curieux, j'aimerais avoir votre avis sur le fait de donner son prénom ou le nom de sa femme à son fils. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous trouvez que c'est bizarre, peut-être un peu trop ? J'attends vos avis avec impatience. Bref, reprenons notre histoire. Tim prenait soin de sa sœur, ils ont toujours été très proches. Il la considérait d'ailleurs comme sa meilleure amie. Malgré le syndrome d'Asperger dont souffrait Molly, elle était une excellente élève et réalise une formation axée sur les ordinateurs, l'éducation et la psychologie dont elle était sortie diplômée. Pour ceux qui l'ignorent, le syndrome d'Asperger fait partie des TSA, les troubles du spectre autistique qui impactent sur la façon de communiquer et interagir avec les autres. Cependant, ce trouble semblait être sous contrôle pour Molly. Elle menait une vie sociale tout à fait normale. Ses proches la décrivent comme une personne gentille, aimante, déterminée, créative et tout le monde l'appréciait. Elle aimait voyager, chanter, faire des costumes et avait même lancé sa propre chaîne YouTube. Naturelle et douce, elle y publiait des vlogs, des vidéos de sa passion, enfin, vous pouvez l'imaginer, elle kiffait sa life, bordel. Elle partageait même des sessions de maquillage et elle en train de chanter. Du côté de sa vie personnelle, au début de sa vingtaine, Molly avait déjà eu un premier mariage. Mais celui-ci n'avait pas fonctionné et il s'était soldé par un divorce. D'ailleurs, au moment de la rupture, c'est là qu'elle a appris qu'elle était enceinte. Et peu de temps après, elle donna naissance à un fils, Declan Davis Johnson. Malgré des recherches poussées, il est impossible de trouver plus d'informations fiables concernant ce premier compagnon
ou même de leur enfant commun. Plus tard, elle a eu une relation amoureuse avec une ancienne amie d'enfance, Amber Brady, avec qui elle restera environ 5 ans. Concernant cette relation, il y a deux versions, celle d'Amber et celle des proches de Molly. Par transparence et n'ayant aucune façon de vérifier, je vais vous donner les deux versions de l'histoire. Et comme ça, vous pourrez garder celle que vous jugez la plus plausible. D'après son ex-petite amie, les deux femmes ont commencé à se fréquenter alors qu'elles étaient respectivement mariées chacune de leur côté. Mais c'était pas si gênant, vu que toutes les deux avaient des soucis de couple. Peu à peu, leur relation qui était très amicale a fini par évoluer sur quelque chose de très intime. Et c'est là qu'elles ont décidé de ne plus se cacher et de se mettre en couple. Les deux amies d'enfance devenues amantes emménagent et élèvent ensemble le petit Declan. Malheureusement, alors qu'Amber pensait que la famille recomposée ainsi que le couple formé était solide, elle va vite déchanter. En effet, Molly obtient un nouvel emploi au centre correctionnel de la région de Moberly. Et c'est là que d'après l'ancienne compagne de Molly, qu'elle rencontre un homme. Et avec cet homme, elle va commencer à entretenir une relation. Et ce jusqu'au jour où Amber, soupçonneuse, va les surprendre dans un motel. Ça doit être terrible. T'imagines-toi, t'es dans une relation depuis longtemps, et là tu te rends compte que la personne qui est en face de toi est en train de te tromper. Et tu vois ça en direct. C'est un cauchemar, et j'ose même pas imaginer. Comme vous vous en doutez, suite à cette découverte, la relation se termina de façon brutale. Amber va la bloquer de partout, réseaux sociaux, téléphone, etc. Cependant, il est important de prendre ces informations avec des pincettes, car à de nombreuses reprises, les proches de Molly ont accusé Amber d'avoir modifié la réalité et de ne chercher que quelques minutes de gloire. Ils indiquent aussi que ce que Amber avait fait était en réalité bien plus sombre que ce qu'elle semble vouloir admettre. Des journalistes ont en effet révélé qu'environ 1 an avant sa mort, Molly avait publié des posts sur Facebook. Dessus, elle se plaint d'un ex, sans donner de nom, qui essayait d'entrer dans ses comptes bancaires. Elle y parle d'un individu instable, ayant tenté de l'intimider avec son arme de service en la pointant sur elle et en la menaçant lorsqu'elle a quitté la relation. Des accusations que Amber Brady a toujours niées. Elle déclara que ce n'était pas la seule à avoir partagé la vie de Molly, en sous-entendant que Molly ne parlait pas d'elle finalement. Après différents reportages partageant les propos de Molly, la famille a tenu à laver son honneur. Ils ont déclaré que sa relation avec Amber était terminée avant qu'elle n'entame une liaison avec son collègue. Ils affirment d'ailleurs qu'ils ont des preuves formelles qu'Amber a réellement menacé et harcelé Molly au moment de la rupture. Donc avec autant d'informations, on peut avoir de réels doutes sur ce qui s'est vraiment passé. Enfin bon, maintenant il est temps d'arrêter les spéculations et de revenir sur la certitude. De toute façon, comme dit plus tôt, qu'on accorde plus de crédit à la version d'Amber ou à celle des proches de Molly ne changera rien. C'est en prison que Molly va faire une rencontre qui va changer sa vie. Nouvellement embauchée en tant qu'agent de correction au centre correctionnel de la région de Moberly, elle fera la connaissance d'un certain James Addy. Ici, il ne s'agit bien évidemment pas d'un prisonnier avec qui elle aurait flirté. C'était tout simplement un collègue qui occupait le même poste. Leur tâche principale consistait à fouiller les cellules, surveiller les détenus, effectuer des contrôles de sécurité, interrompre les bagarres, etc. Cet environnement pourtant peu propice à une atmosphère romantique voit les deux partenaires se rapprocher rapidement et ils entament une relation en 2011. Molly a alors 29 ans et James Addy en a 47 passés. Et tout ça n'empêchera pas Molly à avoir un coup de foudre à celui qui a plus de 20 ans de plus qu'elle. Mais qui est donc ce James Addy qu'elle a rencontré en prison? Qui est cet homme? Malheureusement pour les plus curieux d'entre vous, il y a très peu d'informations sur son enfance ou son adolescence. Né dans le Missouri, même son année de naissance reste secrète, et la plupart des sources hésitent entre 1964 et 1965. Cependant, une journaliste ayant creusé sur cette affaire dit qu'il serait né un 4 juillet, le jour anniversaire de la déclaration d'indépendance, qui à peu de choses près est l'équivalent d'un 14 juillet en France. Étant donné que James a évolué dans les corps des Marines américains et semblait être un fier patriote, cette coïncidence est plutôt originale. Alors qu'il aspire à une vie plus stable, il quitte l'armée américaine. Il travaille comme mécanicien dans une usine, puis il est transféré dans une prison pour un nouveau poste. Il a été précédemment marié 4 fois, et le dernier en date est avec Melanie Addy, une aide-soignante. Avec elle, il ne s'est pas contenté de juste lui passer la bague au doigt. Il a eu 2 beaux enfants, Emma et Ben. Si ces informations auraient pu en faire flipper plus d'une, Molly, quant à elle, n'a pas peur. Elle dira même de lui qu'il est tout ce qu'elle a toujours cherché. Rassurant, James lui apprend qu'il est en instance de divorce avec Melanie, et qu'une fois le divorce finalisé,
il voulait passer le restant de ses jours avec elle. En attendant, et durant cette année que dure leur relation, ils partent en voyage. Direction la Floride, à Disney World, où ils prennent des photos où ils apparaissent très amoureux. Ils partent également ensemble au Mexique, et là encore, ils prennent de nombreuses photos attestant de leur complicité et de leur bonheur. Cependant, si au sein de leur couple tout semble bien se passer, les proches de Molly ne sont pas vraiment fans de James. Si dans un premier temps ils ont effectivement été surpris par l'écart d'âge entre les deux tourtereaux, c'est davantage son attitude qui les a mis mal à l'aise. Cet homme ne leur plaisait pas et il lui faisait savoir. Bien que la relation avec Molly ait duré un long moment, les siens ne l'ont fréquenté que très peu de fois et ne connaissent même pas son nom de famille. Tous sont cependant unanimes quant à la méfiance qu'il provoque chez eux. Ses parents le trouvent un peu étrange, froid, il ne regarde jamais les gens dans les yeux, comme s'il avait quelque chose à cacher. Tim, le frère de Molly, disait même de lui qu'il dégageait de mauvaises vibrations, qu'à la moindre question qui pouvait lui être posée, elle semblait très indiscrète directement. Une de ses tantes dira même de lui qu'il faisait penser à un fantôme qui entre et sort dans la pièce. Sa nièce, quant à elle, était extrêmement protectrice avec lui. Molly semble ne rien constater de suspect à l'égard de l'homme qu'elle considère comme son âme sœur. Il la rendait heureuse et ça lui suffisait amplement, donc elle ne voyait rien. Folle amoureuse de lui, elle est complètement comblée lorsqu'en 2017, après environ 7 ans de relation, il fait sa demande en mariage. Sûre et certaine que James est le bon, elle accepte et surprend ses proches en leur annonçant qu'elle est fiancée et que le jour J aura lieu en avril 2018. Molly est impatiente pour ce qu'elle envisage être le meilleur jour de toute sa vie. Ses proches en revanche sont plutôt très réservés quant à cette annonce. Molly et James fixent la date au 29 avril 2018 et ils envoient les invitations pour commencer les préparatifs. Enfin, c'est plutôt Molly qui commence, puisque suite à cet événement qui devait les rendre très heureux tous les deux, l'attitude de James change complètement. Molly s'en rendra compte et lui posera des questions s'il est sûr de vouloir continuer avec elle, parce que son attitude était très bizarre, il semblait contrarié, méfiant, enfin, un mélange de plein de petites choses. Elle avait des doutes, peut-être qu'il ne voulait plus l'épouser. Mais James va la rassurer avec des mots doux et des lettres qui témoignent son amour. Revigorée par ces belles paroles, Molly continue à préparer ce jour qu'elle veut magique. N'arrivant pas à se décider, elle achète 2 robes de mariée et elle réserve l'auberge de Stony Creek. Ensuite, elle va briefer coiffeuse et maquilleuse en leur expliquant son souhait d'avoir un mariage sur le thème de Disney. Toutes les personnes qui l'ont côtoyée à l'époque disaient qu'elle était très excitée et très heureuse de ce mariage. Mais d'un côté, on a un contraste énorme. Le futur marié ne semblait pas être dans la même longueur d'onde. Il avait une attitude détachée, nonchalante, presque indifférente. James était très louche. Il donna même l'impression aux employés engagés par sa fiancée de vouloir s'échapper au rendez-vous nécessaire à l'organisation des noces. Pour ne rien arranger, les premières réponses aux invitations commencent à arriver. Nombreux sont ceux qui ont refusé de venir au mariage, afin de lui faire part de leur réticence concernant cette union. Parmi eux, il y a sa cousine et son frère qui a dû sacrément impacter Molly. Si elle parvient à faire changer d'avis Tim avec un SMS émouvant, Jodie, sa cousine, s'en voudra probablement pour toute sa vie. Son dernier échange avec Molly était pour lui annoncer qu'elle ne viendrait pas. Tout ça parce qu'elle avait toujours eu un souci avec les mariages et les enterrements. Mais ce qu'elle ignore à ce moment-là, c'est que ce message était le dernier qu'elle lui enverrait. Et que malheureusement la prochaine fois qu'elle la rencontrerait, ce serait à ses funérailles. Enfin, comme un ultime coup du sort qui vient encore davantage noircir le tableau déjà plutôt sombre, Melanie, l'ex-femme de James, avait eu un accident en décembre et était depuis dans le coma. Cependant, à quelques jours du mariage, James annonce que Melanie, jusqu'alors sous assistance respiratoire, avait dû être débranchée et qu'elle venait donc de décéder. La situation était juste horrible. Imaginez 2 secondes, problème sur problème. Que de très mauvaises nouvelles qui s'empilent, ça ne sentait vraiment pas bon. Alors que Molly met la touche finale à ce jour qu'elle a tant espéré, James de son côté gère les préparatifs liés à la mort et aux funérailles de son ex-femme. Honnêtement, ce mariage s'annonçait très mal. Comme je le disais, cette histoire prend de plus en plus une mauvaise tournure, comme si quelque chose de très grave allait finalement se produire. Suite à cette annonce, Molly ne s'offusque pas le moins du monde lorsqu'elle reçoit un message lui indiquant qu'Emma, la fille de James qu'elle avait déjà rencontrée et qui devait venir au mariage, annule sa venue. Au vu des circonstances tragiques, son absence était plus que compréhensible. Malgré toutes ces péripéties, le mercredi 25 avril 2018, Molly et James vont récupérer leur licence de mariage. Ce document obligatoire qui autorise un couple à se marier et qui leur permet de sceller leur union.
Si James n'a pas repoussé ce rendez-vous, contrairement à ce prévu lors des préparatifs de mariage, son attitude à l'opposé de celle de Molly a frappé Mark Price qui officiait ce jour-là. Alors que l'enregistreur des actes de mariage est souvent confronté à des personnes heureuses et impatientes, il s'est heurté à l'attitude froide et contrariée de James. Ce dernier, à l'instar de ce que disaient les proches de la future mariée, semblait perturbé et ennuyé par les questions de Mark. Lorsque M. Price l'avait interrogé afin de savoir s'il avait déjà été marié et comment cela s'est terminé, James lui avait demandé pourquoi il avait besoin de savoir ça. Les réactions de James sont vraiment bizarres et on a l'impression qu'il cache quelque chose. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que ce fourbe cache quelque chose de très très sombre. Son comportement me fait penser à une double vie avec une autre femme, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, croyez-moi, on va vite le découvrir. Une fois le document rempli et signé, Molly et James quittent le bâtiment, main dans la main avec le précieux sésame. À ce moment-là, pour la future mariée, elle voulait vivre la meilleure des vies avec l'homme dont elle était follement amoureuse. Pour elle, c'était le début d'une nouvelle vie qui commençait. Mais malheureusement, elle est très loin de se douter que les choses ne vont pas du tout se passer comme elle le voulait. Quelque chose de très sombre est en train de prendre forme. Les jours de Molly Watson sont comptés, mais ça, elle ne le sait pas. Mes amis découvrons ce qui s'est réellement passé pour cette pauvre femme. Le 27 avril 2018, au soir, Glenn McSparren est sur la route pour déposer sa fille chez sa mère dans le comté de Monroe. Il décide de prendre un raccourci et s'enfonce dans une rue boueuse, isolée et sinueuse entourée de bois, traversée par un petit ruisseau. Il voit alors une voiture passer près de lui, pensant que le conducteur voulait juste passer. La route étant assez étroite, Glenn se met à l'arrêt sur le côté pour lui faciliter le passage. Cependant, au lieu de dépasser, l'automobiliste s'arrête et descend du véhicule, s'approchant de lui. Malgré qu'il soit ébloui par les phares du véhicule en face du sien, M. McSparren arrive à distinguer qu'un autre véhicule est arrêté un peu plus loin, garé sur la droite. Avec difficulté, au vu de l'éclairage intense auquel il est soumis, Glenn parvient à apercevoir un homme blanc, plus âgé, s'éloignant de l'auto qu'il décrira plus tard comme une vieille voiture de grand-mère. Il ouvre alors sa fenêtre afin d'échanger avec l'individu pour voir s'il a besoin de quelque chose ou s'il a besoin d'aide. L'échange fut bref, mais l'homme lui indique qu'il n'en sait rien, qu'il n'y a personne dans les véhicules à côté et qu'il ne sait pas où sont les propriétaires. L'homme lui indique qu'il va sûrement en avoir pour un moment. Il lui conseille de passer par un autre chemin afin qu'il ne perde pas son temps. Surpris mais aussi probablement pressé et ne souhaitant pas trop traîner dans cet endroit isolé avec sa fille, Glenn recule et emprunte un autre itinéraire. Cependant, plus il y pense, plus ce qu'il a vu lui paraît suspect. Arrivé à destination, il évoque la scène étrange à laquelle il a assisté à sa mère et son frère. Le fait d'en parler avec eux confirme qu'il y a un truc louche et qu'il doit y retourner. Sur le retour, à peu près 30 minutes après son premier passage, le voilà de nouveau sur le chemin de terre et de gravier isolé, perdu au milieu de nulle part. Plus il s'approche du lieu de la rencontre, plus il semble distinguer une ombre sombre sur le sol. Il s'approche prudemment, petit à petit, et là, ses phares éclairent ce qui semble être un corps. Oui, vous avez bien entendu, un corps humain. Paniqué, il ne cherche pas à comprendre et compose le 911. L'opérateur qui lui répond lui demande l'adresse et la raison de son appel. Face aux explications de Glenn, l'agent lui demande de sortir de son véhicule et d'aller voir de plus près ce qui se passe. Au vu de l'ambiance déjà oppressante des lieux, sortir de son véhicule en pleine nuit, ça a dû lui demander beaucoup, mais beaucoup de courage. Franchement, ce monsieur est très courageux. Uniquement éclairé par ses phares, le bruit de sa voiture masquait celui d'un danger potentiel. McSparren s'avance en direction de la silhouette. Ce qu'il découvre, c'est une femme qui est allongée sur le sol. Elle ne bouge pas, et lorsque son regard croise le sien, il sait instantanément qu'elle est déjà morte. Il suit les instructions, mais elle est déjà froide et n'a plus de pouls. Face à ces informations plus que surprenantes dans cette partie calme du Missouri, l'agent au téléphone lui envoie directement une patrouille de police. Arrivée sur place, celle-ci commence l'enquête et se rend compte presque immédiatement qu'il ne s'agit pas d'un accident. Le cadavre de la femme qu'ils ont trouvé présente un impact de balle à l'arrière de la tête. Une balle qui a été tirée à bout portant. Elle était vêtue d'un pantalon de pyjama ou de survêtement ainsi qu'un débardeur.
La police commence à mener des investigations afin de savoir de qui il s'agit et pendant ce temps, l'équipe commence à récupérer les premiers éléments. Pas loin de l'endroit où la voiture de la victime a été trouvée, ils remarquent des traces de sang sur le sol ainsi que des marques de traînée. Une empreinte de pneu qualifiée de parfaite est prise à quelques mètres du corps et elle révèle une forme ressemblant à un double O assez distinctive des pneus de marque Goodyear. Ces premières constatations effectuées, l'information tombe. Le véhicule sur le bas-côté appartient à Molly Watson. En examinant de plus près le corps, ils constatent que ce qu'ils avaient potentiellement envisagé comme un vol ayant mal tourné ne semble pas correspondre aux éléments retrouvés. Elle porte encore sa bague de fiançailles et de l'argent est retrouvé dans son sac à main. De plus, la blessure fatale ressemble davantage à une exécution qu'une balle tirée au hasard. Un autre détail encore plus effroyable vient se rajouter. Une licence de mariage datant d'à peine 2 jours et indiquant le nom de Molly Watson et James Eddy est retrouvée dans le véhicule de la victime. La question que tout le monde se pose à ce moment précis, qui a tué Molly Watson ? Qui a pris la vie de cette pauvre femme, bon sang ? À 2h du matin environ, une patrouille de police sonne chez Timothy Watson et Sandra Lynn Davis pour leur annoncer l'épouvantable nouvelle. Dans la foulée, Tim, le frère de Molly, est réveillé par sa femme qui doit lui annoncer l'insupportable information. Celle qui était décrite par sa cousine comme la personne la plus chanceuse qu'elle n'ait jamais connue vient de connaître un destin des plus tragiques à seulement 35 ans. Tout le monde est submergé par le désespoir et la souffrance. Personne, au grand personne ne comprend ce qui se passe. Molly vient de mourir de façon incompréhensible et les questions restent sans réponse. Cette nuit du 27 avril 2018 restera gravée dans la mémoire de la famille Watson. Ils ont été petit à petit informés du décès brutal de leur être si cher qui se préparait à vivre la journée la plus importante de sa vie. Pour eux, rien ne sera plus jamais comme avant. Il est maintenant temps pour les policiers de se diriger vers la maison de James Eddy. Ils devaient lui annoncer que celle qu'il aimait et qu'il devait épouser dans les moins de 48 heures vient d'être retrouvée abattue d'une balle dans la tête. Alors que la police s'apprête à quitter la scène du crime, Brandon, qui est le shérif adjoint du comté de Monroe, repère un t-shirt qui, au vu de sa localisation, proche du lieu du meurtre, semble important. Il décide donc de le ramasser et de le considérer comme une preuve. Plus loin, il aperçoit une boîte de munitions calibre 22, vide, qui est également ajoutée à la liste des indices concernant l'affaire Molly Watson. Malheureusement, le temps presse et il ne peut pas rester là à collecter tous les éléments pendant toute la nuit. Tandis qu'une partie de l'équipe continue à recueillir des preuves, c'est le cœur lourd que Brandon Osborne s'apprête à frapper chez James en lui annonçant la pire nouvelle qu'on peut annoncer à quelqu'un. Brandon se prépare psychologiquement comme il le peut pour faire face à la désolation qui va s'abattre sur le pauvre fiancé. Cependant, rien ne les préparait au choc qu'ils allaient avoir en sonnant chez James. Ils ne s'attendaient pas au changement de direction impensable que prendrait l'enquête. Au milieu de la nuit, Brandon et son équipe toquent à la porte. Cette dernière s'ouvre et James apparaît en peignoir. La police pénètre dans la maison et là, une invraisemblable surprise les attend. James n'est pas seul. Alors que sa future fiancée vient d'être retrouvée morte au milieu de nulle part, que la police débarque chez lui au beau milieu de la nuit, James est en peignoir chez lui avec une autre femme. Cette dernière ne semble pas comprendre la raison de leur visite, donc elle va leur demander. Les policiers qui se posent exactement la même question lui demandent alors son identité et la réponse est tout simplement choquante. La femme qui se tient devant eux est Melanie Eddy. C'est la femme de James, apparemment toujours belle et bien vivante. Face à l'incompréhension et la surprise qui règnent dans la maison, James se sent comme obligé de s'expliquer. Ce qui révèle laissera chacune des personnes présentes dans l'habitation bouche bée. Il déclare alors qu'il avait fait quelque chose qu'il n'aurait jamais dû, et il avoue sa liaison avec Molly. C'est donc ainsi que Melanie Eddy, sa femme depuis 23 ans et mère de ses 2 enfants, apprend que son cher époux menait une double vie depuis 7 ans. Il la trompait depuis tout ce temps, faisant croire à Molly qu'il restait avec elle le temps que sa fille adolescente finisse ses études, tout en lui demandant sa main. Pire encore, afin de gagner du temps et probablement de l'amadouer encore un peu plus, il lui annoncera que Melanie Eddy était morte. Il avait des prétextes tout trouvés pour justifier qu'il était occupé à être présent pour ses enfants et à s'occuper des funérailles pour l'aider avec leur mariage. Le mec ment comme il respire. Et le pire, c'est qu'il va simuler la mort de sa propre femme pour sa fiancée. Quoi ? C'est tellement tordu et sombre, on a affaire à la pire des pourritures. Simuler la mort d'une personne qui est toujours vivante, faut vraiment être fou. Si la surprise des forces de l'ordre est palpable, celle de Mélanie la fait presque tomber à la renverse.
Sa fille Emma dort à l'étage et on vient lui annoncer à elle, sa femme, que la fiancée de son mari vient d'être retrouvée assassinée. Imaginez-vous à sa place, ça fait peur. La pilule a du mal à passer et Brandon Osborne, aussi estomaqué que suspicieux de ces révélations, décide de l'arrêter et l'emmener au poste le temps de tirer tout ça au clair. Interrogé, James, qui semble très stressé, niera en bloc les accusations de meurtre. Les enquêteurs, lors de l'interrogatoire, n'y croient pas une seule seconde. Malheureusement pour lui, les preuves s'accumulaient petit à petit contre lui. Les enquêteurs découvrent que James possédait 2 téléphones, un officiel et un secret, de couleur violet, qu'il utilisait pour communiquer avec Molly. Une fois celui-ci en leur possession, ils n'ont plus qu'à se servir. À l'intérieur se trouvent de nombreuses preuves venant notamment démentir ces différentes versions et alibis visant à se couvrir. Mis au pied du mur, il a dû reconnaître qu'il avait eu plusieurs échanges de SMS avec Molly. Il a eu aussi un appel de 22 minutes le soir du meurtre entre lui et Molly. La géolocalisation du téléphone a permis de constater que cet appel a eu lieu lorsqu'elle se rendait à l'endroit où son cadavre fut découvert. D'ailleurs, des SMS très étranges envoyés de James à lui-même prouvent qu'il tentait de s'encourager à faire quelque chose d'horrible. C'est à la fois très bizarre et flippant. Le mec s'envoyait lui-même des messages pour s'encourager à commettre l'irréparable. Je vous avais prévenu au début de cette affaire que l'individu derrière ce meurtre n'était pas très malin. Il a laissé beaucoup trop de preuves derrière lui, et j'ai envie de dire, heureusement, c'est tout ce que tu vas mériter d'être enfermé, parce que des personnes comme lui, des pourritures comme lui, on n'en veut pas. Mélanie, qui peine encore à se remettre du choc, profite de l'absence de son mari pour fouiller sa propre maison et essayer de comprendre. Elle découvre alors des albums remplis de photos de James et Molly, prises durant leurs différents voyages. Son époux l'avait justifié à l'époque comme des road trips entre copains et des voyages d'affaires. Ici, c'est l'ultime preuve pour sa femme qu'il avait menti depuis le début. Alors qu'il est avec la police en train d'être interrogé et qu'il persiste à nier, les résultats scientifiques tombent. Molly a été abattue d'une balle de calibre 22. Une boîte de munitions a été retrouvée sur la scène du crime, ainsi que l'arme utilisée. Et ce n'est pas terminé, il y a encore des preuves. Vous vous souvenez du t-shirt trouvé par Brandon Osborne ? Il était recouvert de résidus de tir ainsi que du sang de Molly. Cependant, encore plus incriminant, c'est Emma, sa propre fille, qui permettra de lier cette tenue à James. En effet, ce vêtement est un modèle unique qui a été réalisé par la jeune adolescente pour son papa. Il n'existe aucun autre modèle similaire. Là, ça commence à faire beaucoup. Et on sent qu'il est de plus en plus dans la merde. Concernant les empreintes de roues découvertes non loin du corps de Molly, d'après les experts, les traces de pneus correspondent parfaitement au véhicule de James. Enfin, Glenn McSparren a donné une description qui matche à la fois avec James et à la fois avec son véhicule. Et il y a aussi 2 autres personnes qui ont témoigné contre lui. Prince Andren et Richard Painter. Ce sont 2 détenus ayant côtoyé James lors de sa détention préventive. Chacun d'eux a déclaré que le fiancé avait avoué avoir laissé une personne face contre terre, dans un fossé, alors qu'il était tranquillement en train de regarder la télé dans la salle commune. Là, à ce stade, on a beaucoup trop d'éléments qui pointent James à Eddie. Mais la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi il a tué Molly. Quel est le motif de cet assassinat ? Au bout de 7 ans de mensonges et manipulations, Molly avait enfin découvert son secret. Les investigations menées sur le téléphone de Molly ont démontré que la veille de son meurtre, elle avait fait des recherches dans la rubrique nécrologique. Elle était à la recherche de l'avis de décès de Mélanie Heidi. Ne trouvant rien, la fiancée de James a compris que Mélanie n'était pas du tout morte et qu'aucun divorce n'était à l'horizon. Et c'est là qu'elle a souhaité le confronter. Et lui, de son côté, il était en train de perdre le contrôle. Si Molly parlait, il risquait de tout perdre. Il a préféré prendre les devants et tenter d'enterrer la vérité et la disgrâce qui en découlerait. Se sentant coincé et n'ayant pas le courage d'assumer ses mensonges et ses conséquences, il s'est dit qu'abattre Molly, c'était la meilleure de ses options. Il lui a donc donné rendez-vous dans une zone isolée, sous un faux prétexte. Mis au pied du mur, il choisit entre sa femme et sa fiancée. Fidèle à lui-même et à la lâcheté qui le caractérise, James a toujours clamé son innocence. Malheureusement pour lui, lors de son procès ayant débuté le 26 avril 2021, nier et plaider le doute n'auront pas suffi. Il avait beaucoup trop de preuves contre lui, et lors du procès, il refuse de parler. Il pensait que son avocat pourrait le sortir de là, en disant qu'aucune preuve directe, telle que l'arme du crime ou trace ADN, ne permettait de l'identifier. Mais le faisceau de preuves indirectes a été si largement suffisant pour mettre d'accord les jurés. Il sera jugé coupable de meurtre au premier degré et d'action criminelle armée le 29 avril.
Une fois son verdict annoncé, lui qui avait pleinement exercé son droit à garder le silence tout au long du procès, va demander à lire une lettre d'amour qu'il avait écrite pour son ex-fiancée. Cela ne dupera personne. Le 12 juillet, il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, plus 10 ans supplémentaires. Le fils de Molly était également présent lors du procès. Il a tenu à rendre hommage à sa maman, partie bien trop tôt. « Tu m'as enlevé l'une des personnes les plus importantes de ma vie. C'était une personne incroyable, intelligente et belle. » C'est ce qu'il a déclaré. Et il finira en disant que sa mère avait pris de bonnes décisions pour lui et qu'elle n'avait pris qu'une seule mauvaise décision, celle de faire confiance à James et Eddie. James travaille actuellement pour faire appel à sa condamnation, en prétextant que son avocat était incompétent. Donc il risque peut-être d'avoir un nouveau procès. Et si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. À titre d'info concernant Mélanie, dans cette histoire, elle a été complètement écartée de tout soupçon et il est certain à presque 99% qu'elle n'était au courant de rien. James était quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup et il avait toujours de bonnes excuses pour ne pas rentrer directement après le travail. De plus, lors de ses voyages d'affaires, il imprimait par exemple des documents commerciaux afin de rendre plus crédibles ses mensonges. Emma, appelée à la barre, a découvert qu'elle faisait partie des invités prévus au mariage de son père avec Molly. Alors qu'il l'avait présentée à sa fille comme une amie, pour que sa fiancée ne trouve pas ça suspect, il avait fait croire qu'elle serait présente à la cérémonie. Cet homme était un as de la manipulation pour les femmes amoureuses, et qui de par leurs sentiments à son égard, était probablement moins alerte qu'elle ne l'aurait dû. Il est d'ailleurs important que vous sachiez qu'à peine une semaine après avoir découvert la relation d'adultère qu'entretenait son époux, Mélanie a demandé le divorce et n'a pas hésité une seule seconde pour témoigner contre lui. Elle a d'ailleurs déclaré que si elle avait été extrêmement surprise d'apprendre la liaison avec Molly, elle était en revanche persuadée qu'il était capable de commettre le meurtre. D'après elle, il pouvait être intimidant et contrôlant. S'il avait l'impression d'être coincé, il aurait sérieusement pu envisager cette option comme une issue valable. Êtes-vous certain d'être seul? Et si quelqu'un était en train de vous observer de loin? Et si une personne avait accès à toutes vos données? Mail, localisation, finances, conversations privées. Avez-vous déjà vérifié qu'aucune voiture ne vous suivait? Là, normalement, t'es en train de paniquer. Et tu te demandes ce qu'on est en train de dire, pas vrai? Eh bien, écoute attentivement parce que tout ce que je suis en train de dire est pourtant très réel. Comment pourriez-vous savoir que quelqu'un vous épie? C'est si facile de hacker un compte Facebook ou une adresse mail. Et puis, qui vous dit que personne dans votre entourage n'a développé une obsession secrète pour vous? Parfois, les individus les plus diaboliques se trouvent juste à côté de nous. Ils se cachent derrière de grands sourires. Comme des prédateurs, ils préparent lentement, mais sûrement un plan pour satisfaire leur folie. Hop, c'est bon, j'arrête. C'est pas pour vous rendre parano, mais ces choses-là sont beaucoup trop fréquentes de nos jours. En découvrant l'épouvantable histoire que je m'apprête à partager avec vous, vous allez vite comprendre où je voulais en venir avec mon introduction. Avant de commencer, j'ai un petit message à vous faire passer. Écoutez votre instinct. Si vous avez la sensation que quelqu'un vous espionne, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si la situation vous semble urgente, signalez-le immédiatement à la police et ne restez pas isolé. Pour limiter les risques de piratage, pensez à vérifier de temps en temps quels appareils sont connectés à vos différents comptes et changez régulièrement de mot de passe. Dit comme ça paraît un peu bidon, mais parfois ça fait toute la différence. Et puis dans l'idéal, afin d'éviter qu'on puisse vous stalker, il faut mettre des rideaux à vos fenêtres. Après, libre à vous d'installer aussi des alarmes, caméras et autres dispositifs de sécurité. Mais gardez en tête le plus important, n'ayez pas honte d'en parler. Voilà, maintenant passons à notre affaire. Let's begin. Aujourd'hui, à travers l'histoire de Brenda Delgado, nous allons explorer les tréfonds de l'âme humaine. Nous allons découvrir comment la passion peut virer à l'obsession, puis au drame. Le mercredi 2 septembre 2015, peu avant 20h, la police de Dallas, au Texas, est appelée pour intervenir dans un complexe résidentiel luxueux. En effet, l'un des habitants a entendu un cri strident quelques minutes plus tôt. Les officiers parcourent le bâtiment sécurisé, explorent le garage et tombent sur le corps sans vie d'une jeune femme. Elle est là, encore assise au volant de sa voiture, tout juste garée. Ils observent une blessure béante au niveau du haut de son crâne, ainsi que de petits éclats de balles parsemés sur la scène du crime. Kendra Hatcher, 35 ans, vient d'être froidement exécutée par arme à feu.
La jeune dentiste venait d'accepter un emploi dans un centre médical dédié à la prise en charge d'enfants dans le besoin. Très croyante, elle employait son temps libre à enseigner la Bible aux habitants de quartiers défavorisés. Elle rejoignait régulièrement des missions caritatives à l'étranger. Durant ces missions, elle offrait des soins dentaires gratuits aux plus jeunes démunis. Avec tout ce qu'on entend ici, Masha'Allah, ça se voit que c'était une bonne personne. Kendra était décrite par tous comme une âme charitable, soucieuse des autres et très travailleuse. Elle faisait partie de ces gens qui ont le cœur sur la main et qui font tout pour aider leurs prochains. Et ça, c'était très très beau. Le docteur Tammy Pantano, une amie de Kendra Hatcher, dira même les choses suivantes. Vous pouviez l'appeler à 3h du matin et elle répondrait sans aucune hésitation. Son rire était contagieux, aigu et magnifique. Elle dégageait la joie de vivre et plein de bonheur. Je ne voyais même pas comment cela pouvait être possible. Les gens comme Kendra ne se font pas tirer dessus. Ils ne sont pas assassinés. C'était dévastateur. On peut dire de Kendra Hatcher que c'était une belle âme. Elle n'avait pas choisi la médecine pour s'enrichir, mais pour véritablement aider les autres. Voir une personne comme elle, avec de si belles valeurs, avoir un destin aussi tragique, ça fait mal au cœur. Depuis quelques mois, Kendra fréquentait le docteur Ricardo Paniagua. C'est un dermatologiste d'une trentaine d'années également et il filait le parfait amour. À l'instant où Ricardo, surnommé Ricky par son entourage, a posé les yeux sur le profil Tinder de Kendra, ce fut le coup de foudre. En décrivant cette rencontre, Ricky dira les mots suivants plus tard. Nous étions juste vraiment synchronisés dès le départ. Ils partageaient les mêmes valeurs, avaient des projets communs et un avenir radieux semblait les attendre. Très proche de sa famille, Ricardo avait même déjà présenté Kendra à cette dernière. Complètement tombés sous le charme de la dentiste de 35 ans, ils l'ont accueillie avec joie au sein de leur foyer, comme si elle était des leurs. En même temps normal, et il faut le dire, Kendra était une pépite. Elle dégageait énormément de bien et ça se ressentait. Ici, on peut imaginer à quel point les parents de Ricky devaient être comblés de le voir épanoui avec une femme si bienveillante et brillante. Kendra et Ricardo étaient très amoureux et ils s'imaginaient vieillir ensemble. Ils se projetaient les mains fripées et les cheveux grisonnants, en train de raconter leurs nombreuses péripéties à leur futur petit enfant. D'ailleurs, ils allaient bientôt partir en voyage pour découvrir Cancun au Mexique. Leur départ était prévu le 3 septembre 2015. Tragiquement, tous les espoirs et les rêves que Kendra et Ricardo avaient bâtis ensemble ont été brutalement anéantis la veille de leurs vacances. Ce soir-là, Ricardo se trouve dans l'appartement de sa moitié en attendant qu'elle rentre du travail. Malheureusement, quelque chose de sinistre va se produire. Un pistolet Smith & Wesson, calibre 40, met un terme à la vie de Kendra, dans un bruit assourdissant. En inspectant la scène du crime, les officiers remarquent que le sac à main de la victime est manquant. Ils pensent alors qu'il s'agit d'un vol à main armée qui a mal tourné. Mais quelque chose les interpelle dès les premières heures de l'enquête. Grâce aux traces de poudre mises en évidence sur les lieux, la police scientifique constate que Kendra Hatcher avait les mains en l'air. Elle les avait placées derrière la tête lorsqu'on lui a tiré dessus. Une position qui est généralement adoptée pour indiquer à un agresseur que l'on est non armé ou pour se protéger d'une attaque. Vous imaginez ici, vous rentrez tranquillement chez vous après une longue journée de travail. Vous garez votre voiture dans le parking de votre résidence, vous tournez les clés pour couper le contact et là, sorti de nulle part, un homme se tient face à vous, arme à la main et vous menace. Là, vous faites tout ce qu'il vous demande et vous gardez bien les mains en évidence. Et puis alors que vous avez le dos tourné, vous entendez un clic et là, c'est terminé. Lâchement, on vient de vous abattre, alors que vous étiez de dos et sans armes. On vous tire une balle à l'arrière de la tête et votre vie prend fin. C'est à la fois tellement triste et d'une lâcheté sans nom. Le type n'a même pas eu le cran de la regarder dans les yeux avant de presser sur la détente. Pour les enquêteurs, ça ne colle pas. Pourquoi tirer sur cette femme en pleine tête alors qu'elle était visiblement coopérative et sans défense ? Quel petit truand irait jusqu'à commettre un meurtre juste pour un sac ? Ça semblait beaucoup trop gros, juste pour un sac à main. Leurs soupçons s'intensifient et se précisent lorsque les enquêteurs examinent attentivement les vidéos enregistrées. Ils vont visionner les enregistrements des caméras de surveillance de la propriété de Haut Standing. À 19h15, une Jeep modèle Grand Cherokee entre dans le garage, soit environ 30 minutes avant celle de la victime. À son bord, 2 individus, une femme côté conducteur et un homme côté passager. Puis à 19h42, c'est la voiture de Kendra Hatcher qui s'engage dans le parking fermé de la résidence. Les enregistrements montrent alors le passager de la Jeep sortir du 4x4. Il se dirige rapidement vers le véhicule de la victime, puis revient avec précipitation à l'intérieur de la Jeep. Aussitôt, l'homme est de retour dans l'habitacle. La femme au volant démarre sans attendre et prend la route. Cette fois, ils en sont certains.
Si les conducteurs de la Jeep se trouvaient sur le parking avant la victime et qu'ils sont repartis à toute allure juste après le crime, ce n'est pas un hasard. Ils attendaient Kendra Hatcher et l'avaient pris pour cible. Ici, il ne s'agit pas d'une simple attaque qui a tourné au drame, mais bien d'une exécution. Tout semblait être calculé et la police en était sûre. Grâce aux vidéos de surveillance, la police de Dallas détient de précieux éléments. Toutefois, la qualité de ces dernières ne permet pas de distinguer les plaques de la Jeep Grand Cherokee. Alors pour avancer rapidement dans l'enquête et mettre toutes les chances de son côté, la police diffuse des images du véhicule auprès de tous les médias locaux. Les retombées ne se font pas attendre et ils ont des résultats. Un homme, José Luis Ortiz, contacte les enquêteurs après avoir vu les photos de sa Jeep sur toutes les chaînes de télévision. C'est bien sa voiture, mais il affirme qu'il n'était pas à son volant la soirée du 2 septembre. À vrai dire, il avait prêté son véhicule à deux amis, Crystal Cortez et Brenda Delgado. Ici, ça doit être horrible de savoir que tu as prêté ta voiture à deux potes et que ces deux individus vont l'utiliser pour commettre un meurtre horrible. Faut vraiment être démoniaque pour se servir des gens comme ça. Par contre, un grand bravo à José qui n'a pas hésité une seule seconde à appeler la police pour aider dans l'avancement de l'enquête, au risque de faire tomber ses amis. Surtout qu'il faut savoir que Brenda a plus ou moins menacé José lorsqu'il l'a confronté après avoir reconnu sa Jeep à la télé. Elle lui a dit que Crystal s'était rendue sur ce parking pour acheter de la drogue et que quelque chose avait mal tourné. Brenda a insisté, il ne doit rien dire à personne sinon il risquerait gros et se ferait expulser. Heureusement, José ne s'est pas laissé manipuler aussi facilement et a fait ce qui lui semblait juste, informer les forces de l'ordre de tout ceci. Le jour de l'exécution de Kendra, les deux femmes lui demandent de l'aide. A priori, la voiture de Crystal Cortez est tombée en panne le matin même. Ainsi, José accepte gentiment de leur confier sa propre voiture, tandis que lui va tenter de réparer celle de son ami. Le soir, alors que ses deux amis sont censés lui rendre son 4x4 après le travail, Brenda lui propose plutôt de dîner ensemble au restaurant. Crystal n'est pas là, sa Jeep non plus. Ce n'est que plus tard dans la nuit que son véhicule est ramené chez lui. José précise qu'il n'avait aucune idée des intentions de Brenda et de Crystal. Le témoignage de José semble crédible et cohérent avec les premières pistes de l'enquête. Mais quel est le lien entre Brenda, Crystal et Kendra ? Qui est l'homme dans la voiture ? Et pourquoi Brenda n'apparaît pas sur les enregistrements du parking ? Beaucoup de questions sans réponse. Justement, pour les obtenir, les policiers interpellent les deux suspects 2 jours après le meurtre de Kendra. Dans un premier temps, Brenda Delgado, 33 ans, est étudiante en soins dentaires. Elle va affirmer qu'elle ne connaît pas Kendra Hatcher. Elle va présenter aux enquêteurs un alibi a priori valable. Elle était au restaurant avec José au moment du meurtre. Elle a même un ticket de caisse en sa possession pour le prouver. Mais les enquêteurs le sentent, quelque chose cloche. L'histoire de Brenda Delgado est trop parfaite pour être vraie. De son côté, Crystal Cortez, 23 ans et mère célibataire, bafouille des explications sans queue ni tête. Elle revient sans arrêt sur son récit et le modifie. D'abord, elle explique qu'un inconnu du nom de Lamar l'a forcée à conduire jusqu'au parking pour commettre un vol. Elle était en train de dire qu'il l'a menacée avec une arme. Elle va même préciser que son garçon se trouvait aussi à bord de la voiture. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a aucune trace d'enfant sur les images de vidéosurveillance. Au pied du mur, face aux preuves concrètes des policiers, et après avoir négocié une sentence allégée, Crystal délivre finalement un autre scénario. Ok, personne ne l'a forcée à conduire la voiture, et elle connaît l'homme sur les images. Il s'agit de Christopher Love. Cependant, elle le jure, elle ne savait pas que qui que ce soit serait tué et pensait participer à un braquage. Les enquêteurs apprennent que c'est Brenda Delgado qui a commandité cette attaque auprès de Crystal Cortez et Christopher Love. Lorsqu'il interroge sur les motivations de ce crime, Crystal leur explique que Ricardo Paniagua est l'ex-petit ami de Brenda Delgado. Et oui, ce même Ricky qui partageait la vie de Kendra depuis quelques mois. Ça y est, voilà le chaînon manquant qui fait prendre tout son sens à cette affaire. Les enquêteurs se penchent alors plus sérieusement sur le cas de Brenda Delgado. L'inspecteur Eric Barnes de la police de Dallas indiquera plus tard. Elle a admis que Brenda l'avait payé pour être le chauffeur. Malheureusement, je n'avais pas assez de preuves pour placer Brenda en garde à vue. Donc la seule chose avec laquelle j'ai dû travailler était une contravention impayée et nous l'avons arrêtée pour cela. S'ils remarquent rapidement que la jeune femme semble plutôt instable, ils sont bien loin de se douter de toute l'étendue de sa folie meurtrière. Maintenant, parlons un peu de cette Brenda. On va s'intéresser un peu plus sur sa vie et qui elle est finalement. Elle est née en 1982 dans le centre du Mexique. Son père décide de démarrer une nouvelle vie aux États-Unis. Brenda est encore une jeune enfant lorsque toute la famille déménage à Dallas, au Texas.
Brenda est décrite par ses proches comme une enfant tranquille, timide et attentionnée. Elle travaille bien à l'école, elle obtient de bons résultats et ses profs l'adorent. Plus tard, elle va dédier tout son temps libre à ses études et elle va jongler avec 2 emplois à temps partiel en parallèle de ses cours, fleuriste et serveuse. Brenda Delgado est très vite félicitée pour sa rigueur et son éthique au travail. Elle veut véritablement faire de grandes choses dans sa vie. Aussi loin qu'elle s'en souvienne, son rêve était de suivre des études médicales. Malheureusement, ses parents n'ont pas les moyens de financer un tel parcours universitaire. Une fois son bac en poche, Brenda est embauchée comme assistante dans un cabinet dentaire de Dallas. Cette position lui permet d'avoir un pied dans cet univers qui la passionne, la médecine. En août 2012, la jeune femme de 30 ans fait une rencontre qui va chambouler sa vie, celle de Ricardo Paniagua, que tout le monde appelait Ricky. Comme elle, Ricky est de nature discrète et s'investit à 100% dans son travail. Il a grandi en Californie, vient d'une bonne famille et a étudié à la prestigieuse université de Stanford. Et encore mieux, il est dermatologue. Brenda est aux anges, elle a trouvé l'homme de ses rêves, un docteur réputé qui gagne très bien sa vie. Grâce à lui, non seulement elle se rapproche un peu plus de l'univers de la médecine, mais en plus, elle accède à toutes ces choses qui l'ont toujours fait envie. Voyage aux 4 coins du globe. Restaurants chics, soirées privées et cadeaux hors de prix. Ricky, quant à lui, est émerveillé devant l'ambition sans limite de Brenda et son parcours de battante. Peu importe les difficultés qu'elle rencontre, la jeune femme rebondit. Lui aussi est issu d'un milieu modeste. Plus jeune, il vivait dans une petite caravane perdue en plein milieu de la Californie. Il s'était battu pour en arriver là, alors l'histoire de Brenda l'intrigue et résonne en lui. Pour leur premier encart, ils se rendent à un concert de la célèbre Jennifer Lopez. Et juste comme ça, Ricky et Brenda tombent amoureux sur la piste de danse. L'assistante dentaire touche du doigt son fantasme ultime, sortir avec un docteur. Car ouais, je ne l'avais pas encore précisé, mais Brenda s'est découvert cette passion pour la médecine pour ces quelques raisons. Principalement pour l'argent et le statut social que ça pouvait lui apporter. Ici, je trouve que c'est hyper malsain. Alors oui, pour certains métiers, on va pas se mentir, c'est possible de le pratiquer sans plaisir juste pour gagner de l'argent. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Mais ici, un métier comme celui-ci, médecin, à mes yeux, tu peux pas pratiquer ce métier juste pour l'argent et le statut social. C'est beaucoup trop sombre. Ça fait partie des métiers où l'humain, le partage, doit être au centre de tout. Alors certes, avoir une bonne paye pour être récompensé de son travail, mais surtout être vraiment passionné par ce métier où tu as des vies entre les mains. C'est hyper important je trouve et ça doit passer avant tout. Enfin bref, la trentenaire crie sur tous les toits qu'elle est en couple avec un médecin. Elle va faire en sorte que tout le monde sache qu'elle mène un train de vie luxueux. Elle ne parle que de ça en boucle, si bien que son entourage commence peu à peu à se sentir mal à l'aise. Brenda semble accorder plus d'importance à la situation avantageuse de son dermatologue plutôt qu'à Ricky lui-même. D'ailleurs, la famille de Ricky voit clair dans le jeu de Brenda et n'approuve pas particulièrement leur relation. Mais aveuglé par son amour pour la jeune femme, Ricky refuse de voir la réalité en face. Brenda finit par emménager chez lui au bout de 3 mois de relation. En 2013, Brenda Delgado intègre un cursus d'hygiène dentaire. Son ambition se concrétise. Après tous ses efforts et sacrifices au terme de cette formation, elle pourra finalement exercer un métier plus ou moins en lien avec la médecine et gagner beaucoup d'argent. Alors que tout semble aller pour le mieux, la solidité du jeune couple va être mise à rude épreuve. Moins d'1 an après leur rencontre, Brenda tombe enceinte. Et ce n'était pas du tout le moment de fonder une famille, ni pour l'un, ni pour l'autre. Ricky est débordé par son travail et ne se sent pas prêt à assumer le rôle de père, tandis que Brenda, elle, jongle entre son emploi d'assistante dentaire et sa nouvelle formation. D'un commun accord, le couple décide que la meilleure chose à faire est d'avorter. Bien qu'elle ne laisse rien paraître, Brenda est dévastée. D'ailleurs, petite parenthèse, j'aimerais bien avoir votre avis concernant l'avortement et ce que vous en pensez. C'est un sujet très délicat, donc s'il vous plaît dans les commentaires, ne vous battez pas, je vous ai à l'œil, bande de fourbes. Sur ce, le débat est lancé et j'ai hâte de vous lire. Bref, dans les notes de son smartphone, elle décrit la torpeur qu'elle traverse et son déchirement d'avoir recours à une telle pratique. Elle qui désirait tant fonder une famille avec Ricky. Elle se fait une promesse à elle-même. Un jour, ils auront des enfants ensemble. Brenda et Ricardo traversent tant bien que mal cette épreuve difficile. Au début de l'année 2014, le jeune homme offre une bague de promesse d'engagement à sa bien-aimée. En gros, c'est pas une bague de fiançailles officielle. C'est plus une bague que tu offres pour lui prouver ton amour et que tu veux passer le restant de ta vie avec elle à ses côtés. Mais en aucun cas, il n'y a un engagement derrière. Un truc très américain qui n'existe pas vraiment chez nous. Enfin, je crois. Reprenons.
Bien que ce petit anneau soit la promesse d'un amour sincère, le jeune couple se détériore petit à petit. L'opinion de la famille de Ricardo vis-à-vis de Brenda ne change pas. Il la trouve opportuniste, dépensière et autoritaire. À force d'entendre des remarques ici et là, le dermatologue commence à prendre du recul. Après bientôt 2 ans de relation, il s'aperçoit que même si Brenda est une femme formidable, qu'elle est forte et pleine de ressources, ce n'est peut-être pas son âme sœur. Influencé par sa famille, Ricky se pose de sérieuses questions sur sa relation. Certes, il est amoureux de Brenda, mais l'amour ne fait pas tout. Il se rend compte que les motivations de Brenda ne sont pas aussi pures qu'il le pensait. C'est vrai qu'elle parle souvent d'argent, de son argent à lui en fait, mais plus que d'en parler, elle va le dépenser. Et puis il y a ces crises de jalousie qui s'accentuent et s'intensifient. Elle l'accuse sans arrêt de flirter avec d'autres femmes alors qu'il est fidèle et honnête. Tout ceci devient si lourd à supporter. Finalement, en juillet 2014, Ricky prend la décision de quitter Brenda et lui demande de s'installer ailleurs. Vous vous en doutez, elle ne l'a pas très bien pris. En même temps, elle faisait quasiment tourner tout son monde autour de Ricky. Dès qu'elle en avait l'occasion, elle parlait de lui et de son couple. Depuis 2 ans, tous les projets qu'elle dessine sont en lien avec lui. Elle n'a Dieu que pour lui et ne pense à rien d'autre. Et bam, là, d'un coup, tout s'arrête. Celui qu'elle considérait comme l'homme de sa vie ne veut plus d'elle. Je pense qu'on a tous déjà eu le cœur brisé, cette sensation de déchirure. Quand on réalise que c'est fini, le temps se fige et puis tout notre monde s'effondre. D'ailleurs, j'envoie plein d'amour à tous ceux qui traversent une rupture à ce moment précis. C'est jamais facile à vivre et ça on le sait tous. Tu sais quoi ? Viens par, fais un gros câlin à Mogo. Faut pas être triste. Le temps passe et le temps répare. Le temps répare surtout. Même si vous vous dites le contraire et que vous vous dites « Mogo, c'est bien, tu sais parler, t'as que de la parole », vous verrez, le temps passe, vous serez guéri, Inch'Allah. Sérieux, je vous souhaite que du bien à ceux qui traversent ce moment difficile. Vraiment, c'est sincère, force à vous. Du coup, en sachant tout ça, on imagine bien l'état dans lequel cette rupture a mis Brenda. La jeune femme supplie Ricardo de rester avec elle. Complètement dévastée, elle tente par tous les moyens de le faire changer d'avis. Mais le jeune homme ne cède pas, c'est fini. Mais bien qu'il soit déterminé à passer à autre chose, Ricky ne souhaite pas non plus rayer Brenda de sa vie. Faut savoir ce qu'on veut, bon sang. Ça sent jamais trop bon quand tu veux rester en contact avec ton ex. Enfin, voyons ce qui va se passer. Il ne la déteste pas et il ne lui a rien fait de mal après tout. Alors les amants déchus restent en contact. Ici on ne va pas juger, chacun gère les choses à sa manière. Après bon, c'est vrai que l'amitié entre Brenda et Ricky, c'est pas l'idéal. Parce que des ex devenir amis, moi je dis que c'est pas trop possible. Ça sent mauvais, surtout que Brenda n'était pas prête à lâcher le morceau. La jeune femme n'arrive pas à se faire à l'idée. Dès qu'elle le peut, elle s'arrange pour être présente dans la vie de Ricky. C'est plus fort qu'elle, elle veut s'assurer qu'il va bien. Elle veut prendre soin de lui, même de loin. Il est sa raison d'être. Et bien doucement, sans que ni l'un ni l'autre s'en rendent compte véritablement, l'amour de Brenda s'est transformé en obsession. Après quelques semaines, un sentiment de malaise s'installe chez Ricky. Même s'il ne mesure absolument pas l'ampleur du phénomène, il réalise que la situation est néfaste. Conserver ce lien ne permet pas à Brenda d'avancer, et lui, il se sent de plus en plus oppressé. Ricardo ose dire la vérité à Brenda et lui propose de prendre un peu ses distances. À contre-cœur, mais pour lui faire plaisir, elle accepte. Au fil des jours, ce qui n'était à l'origine qu'un simple petit coup d'œil sur les réseaux sociaux de son ex-petite amie devient un vrai besoin compulsif. Brenda surveille les moindres faits et gestes du dermatologue. Elle passe des heures à scruter ses profils. Qui sont ses nouveaux abonnés? Qui a liké sa photo? Où est-ce qu'il se trouve? Pourquoi telle ou telle personne commente sa photo? Enfin bon, vous l'avez compris. Et puis Brenda réalise qu'elle peut se simplifier la tâche. Sa mère est la femme de ménage de Ricky, et ça signifie qu'elle possède les clés de son appartement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça super bizarre de continuer à travailler pour l'ex de sa fille. En même temps, vous allez me dire c'est le boulot et il faut faire la part des choses. Dites-moi quand même votre avis dans les commentaires, parce que je vous avoue que ça me laisse un peu perplexe. Grâce au double de sa maman, Brenda s'introduit chez Ricky. Elle fouille dans l'historique de ce dernier, fait une copie de son permis de conduire et de sa carte de sécurité sociale. Ensuite, elle récupère l'ensemble des mots de passe utilisés par son ex-petit ami. Activités bancaires, agenda, localisation et email. À présent, elle a accès à absolument tout et directement depuis chez elle. Elle consacre la majeure partie de son temps à espionner Ricky. Lorsque celui-ci s'inscrit sur des sites de rencontres,
Elle s'assure que les messages de ses concurrentes n'arrivent jamais à destination. À chaque fois qu'une fille s'intéresse au profil de Ricardo, le beau et séduisant dermatologue, Brenda supprime son invitation avant qu'il puisse en prendre connaissance. Le pauvre ne se doute absolument pas que son ex tire les ficelles de sa vie, caché dans l'ombre. Face à ses échecs en ligne, le docteur s'inscrit à des cours de salsa dans l'espoir de faire des rencontres intéressantes. À sa grande surprise, il tombe un jour sur Brenda qui elle aussi veut danser. Cette coïncidence va troubler Ricardo, et tu m'étonnes. Comme par hasard, c'était un peu trop gros je trouve. Depuis Brenda, il n'a pas réussi à créer une connexion avec qui que ce soit. Et là, la voilà en face de lui pour danser la salsa. C'est un peu comme si le destin les avait réunis, et si finalement ils étaient bien faits l'un pour l'autre. Bien entendu, notre cher Ricardo ne l'a pas compris, et ce qui se cachait derrière ce destin, c'était Brenda. Grâce à son travail d'espionnage, elle savait qu'il prenait des cours de danse. Et c'est là qu'elle a décidé de le croiser pour essayer de refaire vivre cette flamme. Elle voulait que ça reprenne et qu'il tombe encore amoureux d'elle. Alors en septembre 2014, les deux amants tentent à nouveau leur chance. Mais au grand désespoir de Brenda, ça ne prend pas. Après à peine 5 mois, Ricardo envoie un email à la jeune femme pour lui annoncer qu'il veut rompre encore. Attendez. Par email, donc le gars veut rompre avec sa petite amie par email. C'est assez particulier comme façon de faire. C'est pas tous les jours que ça arrive ce genre de choses. Mais je pense qu'il va agir de la sorte parce qu'il faut le dire, Brenda lui fait peur. Elle ne veut pas lâcher l'affaire. Donc au lieu de lui dire en face, il va préférer lui envoyer un message dans sa boîte mail. Là on sent qu'on arrive à un point de non-retour. Qu'il est dépassé par la situation et qu'il veut en finir une bonne fois pour toutes. Ce second échec prouve au docteur que sa relation avec son ex-petite amie est définitivement terminée. Quelques jours plus tard, il s'inscrit à nouveau sur des sites de rencontres, et Brenda assiste en silence à cette scène d'horreur. Dans la tête de Brenda, il l'a déjà oublié, il ne l'aime plus. Comment est-ce possible? Comment peut-il déjà chercher une remplaçante? La jeune femme est désemparée, mais elle refuse de prendre le risque qu'il en découvre son obsession. Elle est extrêmement vigilante et ne veut éveiller aucun soupçon. Toutefois, Brenda a une stratégie bien ficelée. Dès qu'elle le peut, elle suit Ricardo lorsqu'il a un rencard. Elle fait semblant de tomber sur lui par hasard. Quand il se trouve au restaurant, eh bien elle a tout calculé. Elle a justement commandé un plat à emporter ici et se trouve au même endroit. Croyez-le ou non, Ricky va déclarer plus tard qu'il n'avait aucune idée que Brenda l'espionnait. Il pensait vraiment que toutes ces rencontres étaient des coïncidences. Là, on pourrait penser que Ricardo est naïf. Mais en fait, je ne pense pas. C'est un type si gentil qu'à aucun moment, il ne peut imaginer que quelqu'un soit capable de faire ça. Plus tard, le docteur confiera. Environ tous les 7 à 10 jours, je la croisais lorsque je faisais mon jogging. À l'époque, je pensais que ce n'était qu'une coïncidence. C'est ainsi qu'en mai 2015, après quelques rencarts qui n'ont rien donné, le docteur Ricardo Paniagua télécharge Tinder et fait la rencontre de son grand amour. Kendra Hatcher, une femme exceptionnelle de 35 ans, talentueuse, généreuse et classe. Là, ça sentait vraiment pas bon, et je pense que vous voyez tous le truc venir. Comme vous le savez déjà, à la minute où Kendra et Ricardo posent les yeux l'un sur l'autre, ils deviennent inséparables. En à peine quelques semaines, le dermatologue et la dentiste pédiatrique tissent un lien si fort qu'ils envisagent déjà de se marier. Et ce n'est pas pour déplaire à la famille de Ricardo. Pendant ce temps, Brenda rumine des idées noires. Elle voit tout ce qui se passe, elle sait tout. Kendra Hatcher, la grande dentiste aimée par tout le monde, qui lui vole sa place. C'était hors de question, Ricardo est à elle. Sa famille va finir par l'aimer, autant qu'elle aime Kendra. Elle peut y arriver. L'obsession de Brenda pour son ex-petit ami Ricardo va peu à peu empiéter sur Kendra. La jeune femme brisée se met à espionner sa rivale. Elle crée un faux profil sur Facebook de manière à être amie avec Kendra et accéder à son activité. Elle va même jusqu'à se garer devant son immeuble pour l'observer depuis sa voiture. À ce stade, Brenda développe une obsession maladive et malsaine pour ce couple de docteurs. Elle ne parle que de ça. Elle souffre terriblement et veut leur faire payer. Kendra ne le sait pas, mais son destin est scellé. Brenda Delgado, une jeune femme pourtant brillante, capable d'accomplir de belles choses, s'est perdue. Elle a emprunté une voie sombre et terrifiante. Quelques mois après la rencontre de Kendra et Ricky, la femme meurtrie réclame vengeance et justice. Durant l'été 2015, elle rencontre régulièrement Crystal Cortez. C'est une jeune maman célibataire complètement fauchée. Voyant dans le désespoir de Crystal une opportunité d'accéder à ses fins, l'assistante dentaire fait une proposition à sa nouvelle amie. Si elle accepte de l'aider à se débarrasser de la nouvelle fiancée de Ricky, elle lui propose un deal. Brenda lui offrirait $500, de la drogue gratuite à vie et une voiture.
Crystal hésite. Brenda lui a raconté des histoires absolument horribles sur Kendra. En plus, sous ses airs innocentes, Brenda ferait partie d'un dangereux cartel mexicain. C'est ce qu'elle lui a affirmé, donc elle peut difficilement refuser. Intimidée par les mensonges complètement délirants, Crystal accepte la proposition de Brenda. Ensemble, elles vont élaborer un plan pour se débarrasser de Kendra. La première idée du duo, c'était la suivante. Injecter une dose létale d'héroïne à la dentiste. Bon, visiblement, elles ont vite réalisé que personne ne pourrait croire à une histoire pareille, une histoire de drogue. On parle de Kendra Hatcher, c'était très peu probable. Après des jours de réflexion et de longs moments passés à espionner Kendra pour connaître ses habitudes, Brenda opte pour une option plus sanglante, une arme à feu. Elle est persuadée que la meilleure solution est de faire croire à un vol à main armée qui a mal tourné. Pour elle, c'était le crime parfait. Seul hic à ce plan infaillible, ni Brenda Delgado ni Crystal Cortez n'ont de pistolet en leur possession. C'est ainsi que Christopher Love, 31 ans avec un gros casier judiciaire, fait son entrée dans cette affaire. Comme Brenda, Christopher a de grandes ambitions. Il veut passer de vendeur de drogue à proxénète. Le jeune homme boit chacune des paroles de Brenda. Elle connaît le business et elle lui dit qu'elle fait partie d'un cartel très important. Grâce à elle et tout ce qu'elle lui promet, argent, drogue, c'est sûr il va pouvoir monter sa petite entreprise. Alors Christopher se joint à Brenda et Crystal et ramène avec lui son pistolet Smith & Wesson calibre 40. La tête pensante du trio connaît l'emploi du temps de Kendra et Ricky par cœur. Elle planifie les moindres détails de ses funestes plans. Les petits amoureux partent en vacances à Cancun le 3 septembre 2015. Et d'après les informations qu'elle a recueillies, Ricky et Kendra vont partir vivre ensemble en Californie prochainement. Elle doit agir maintenant ou il sera trop tard. Pendant que Crystal et Christopher sont envoyés pour faire le sale travail de la part de Brenda, la veille du départ pour Cancun, cette dernière doit s'arranger un alibi. Alors lorsqu'elle se retrouve nez à nez avec José le matin du 2 septembre 2015, parce que la voiture de Crystal est en panne, elle saute sur l'occasion. Sans le savoir, en prêtant sa Jeep à la douce Brenda, José lui permet d'accomplir ses desseins macabres. Et en plus, Brenda se sert de lui pour fabriquer de toutes pièces un alibi. Ce soir, elle l'invite en tête-à-tête au restaurant. On pourrait presque penser qu'elle est généreuse, la fourbe. La suite, vous la connaissez déjà. Les deux complices de Brenda vont suivre chacune de ses indications. Attendre le soir dans le garage de la résidence, c'est le moment le plus propice dans les journées de Kendra pour passer à l'action. Là, ils vont tuer Kendra et voler son sac pour faire croire à un braquage. Ensuite, ils vont ramener la Jeep à José comme si de rien n'était. Après son arrestation, Crystal va témoigner auprès de la police. Tout ce qu'elle va dire apportera des réponses clés aux inspecteurs. Par contre, ce que vous ne savez pas, c'est que Brenda a été en cavale pendant plus de 7 mois au Mexique. Elle a même figuré sur la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI. Mais finalement, elle sera arrêtée. Lors de son procès en juin 2019, le jury n'a eu besoin que de 20 minutes pour la reconnaître coupable. Elle est condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Christopher Love est également reconnu coupable et on le condamne à la peine de mort. Pour finir, Crystal Cortez écope de 35 ans de prison. Une peine un peu plus clémente que les deux autres car elle a témoigné contre Brenda. On va parler de l'affaire Mark Hobson, un homme qui, vous l'avez compris, va commettre des atrocités. Commençons avec sa jeunesse pour en savoir un peu plus sur lui et de savoir qui il était. C'est parti. Le 2 septembre 1969, Mark Hobson est né à la maternité de Mainy Gates à Wakefield. Et tout ça se situe en plein cœur de la Grande-Bretagne. Il grandit dans la même ville près de l'hôpital où il a vu le jour, à Norton Street, auprès de ses parents Peter et Sandra, ainsi que deux sœurs, Melanie et Leslie Hobson. La petite famille change plusieurs fois d'appartement et de maison dans cette même ville, et le père Peter y travaille en tant que mineur de charbon. Mark et ses sœurs étaient scolarisés à l'école primaire de Hillsview. Là-bas, les élèves ne vont pas créer spécialement de lien avec lui. Ils le trouvaient poli, mais sans plus. C'est le camarade très ordinaire, presque anonyme, que personne ne calculait vraiment. Un des élèves de la classe va raconter les choses suivantes. Je me souviens qu'il avait un visage doux et innocent, avec une tignasse de cheveux blonds. Il était toujours très calme et avait l'air angélique. Il était populaire auprès des filles. Il n'avait pas beaucoup d'amis, mais il était toujours poli et amical. Pour le moment, dans son enfance, rien à signaler. C'était un élève un peu à l'écart, comme on en a tous connu étant petit. Donc là, à ce stade, rien ne nous laisse imaginer la suite des événements quand il va grandir. Et c'est important de le signaler, je trouve. Parce que pour beaucoup de tueurs en série,
quand on creuse dans leur passé, on remarque des vices et des comportements alarmants, alors que là, rien du tout. Comme des millions de jeunes gens britanniques, l'enfance de Mark Hobson se déroule de façon heureuse et relativement stable. Les enfants grandissent et Monsieur Hobson devient plus tard adjoint et gestionnaire de la mine de Park Hill jusqu'à sa fermeture en 1982. La famille va ensuite déménager dans la région de Selby, à moins d'1 heure de Wakefield. Là-bas, le père de famille avait travaillé dans un bassin houillé local. C'est là-bas qu'il récoltait durement le charbon pour subvenir à ses besoins. À ce moment-là, la mère de Hobson travaillait comme machiniste. Vers ses 15 ans, en 1985, Mark Hobson décide de chercher son premier boulot. L'école ne lui plaît pas et il prend la décision de ne pas réviser son bac. Il préfère gagner de l'argent. Ses parents ne sont pas vraiment du même avis, mais il décide néanmoins de lui trouver un job. Perso, si ça avait été mon cas, il m'aurait surtout trouvé une grosse claque à me mettre en pleine figure, j'aurais rien compris. On n'a pas les mêmes parents, Mark, il y en a qui ont été élevés à la dure, et tout pour les études. Et après, seulement après, tu fais ce que tu veux. Bref, sa mère Sandra Hobson avait un nouveau travail dans une petite boulangerie de la ville. Elle demande à ses amis bouchers, Madame et Monsieur Flavel, de bien vouloir engager son fils dans leur boutique, pour qu'il découvre la vie active. Le couple accepte, et le jeune Mark est très content de ce nouveau contrat. Tous les matins, il enfile désormais son tablier, et il s'applique pendant des heures à découper des kilos et des kilos de viande fraîche. Ce métier semble lui aller parfaitement. Monsieur Flavel racontera plus tard que Mark était souvent ensanglanté, et qu'il travaillait de façon énergique, voire limite violente. Il lui a d'ailleurs déjà dit qu'il n'avait pas besoin d'être aussi brutal quand il tranchait des quartiers de bœuf. Là, je peux vous dire que ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. On a les premiers signaux qui nous montrent que Mark Hobson commençait à devenir quelqu'un de bizarre. Imaginez juste une seconde la scène. À l'arrière de la boutique, vous avez Mark en train de couper des morceaux de viande. Mais il va pas les couper de façon respectueuse, non. De façon sauvage, brutale. Comme s'il imaginait que cette viande c'était autre chose, ou quelqu'un d'autre. Imaginez vous êtes le patron et vous le voyez au loin à prendre du plaisir à trancher cette viande de façon brutale et énergique. Là, il y aura de quoi se poser de bonnes questions. Déjà, c'est sûr, à ce moment précis, le boucher devait avoir peur. Va dire à ton salarié qui fait de la merde et qu'il n'a pas à se comporter comme ça, alors que le gars a une machette à la main, je vous rappelle. Et oui, c'est pas la même chose. Donc là, j'imagine que le boucher va juste fermer les yeux et passer à autre chose. Pour éviter tout malentendu, ça reste la chose la plus simple à faire, l'ignorer. À la boucherie, Mark travaille avec un autre employé, Philippe, d'environ 5 ans de plus que lui. Les deux jeunes hommes ont plutôt l'air de bien s'entendre. Ils se chamaillent souvent, mais ça reste très gentil. Mark est un jeune homme plutôt calme et un peu réservé. Et il semble constamment retenir ses émotions en gardant souvent ses états d'âme pour lui. Sans que personne ne s'en rende vraiment compte, jour après jour, les provocations de Philippe vont commencer sérieusement à l'énerver. Un matin, alors que les deux garçons avaient leurs mains dans la chair sanglante, Philippe lui lança la taquinerie de trop. Une dispute éclate, créant beaucoup d'agitation dans la boucherie. Mark n'arrive plus à se calmer et il devient incontrôlable. Il explose de colère et il est dévoré par sa haine. Il s'empare d'un couteau à désosser et menace de poignarder Philippe qui est terrorisé. Les Flavel, qui avaient l'habitude de voir Mark plutôt timide et calme, étaient choqués de ce qui venait de se passer. Après ça, ils ont renvoyé le jeune homme tout de suite chez lui. Ils lui ont dit qu'une telle violence n'était absolument pas acceptable, ni au travail, ni nulle part ailleurs. Pourtant, le lendemain, Mark revient à la boucherie comme si de rien n'était. Là, les Flavel lui indiquent qu'il est renvoyé et que sa mère serait prévenue du comportement qu'il avait adopté la veille auprès de son collègue de travail. Madame Flavel s'adressa donc plus tard à son amie, Sandra Hobson, pour lui relater ce qui s'était passé entre son fils et leur autre employé Philippe. Malheureusement, Sandra ne comprend pas le licenciement de Mark. Elle sera tellement choquée de cette histoire qu'elle n'en croira pas un seul mot. Pour Sandra, son fils n'est pas du tout une personne violente, bien au contraire. C'est un jeune homme poli, timide et calme. Mais bien sûr, quel petit manipulateur pour faire croire ça à sa propre mère. Après, il y a aussi l'amour maternel qui peut un peu aveugler, vous allez me dire. Mais faut croire qu'il cachait bien son jeu, le fourbe. Madame Flavel va dire le contraire. Elle semble vouloir décrire son fils comme une brute déséquilibrée. Après leur discussion, Madame Hobson décide de ne plus côtoyer les Flavel. Le couple de bouchers n'en revenait pas. Mark Hobson enchaînera plusieurs petits boulots après cet épisode. En 1991, il emménage avec son amour d'enfance, qui a déjà 2 enfants issus d'une autre relation. Ils vivent à environ 45 minutes de la ville qu'il l'a vu naître. Le jeune homme de 21 ans travaille beaucoup, puisqu'il est désormais employé à la centrale électrique de Drax. Et il fait aussi le métier de paysagiste en même temps. Le couple vit une belle histoire. Mark a son premier enfant en 1993, et il s'agit d'une fille qui se nomme Alice. La même année, juste après, les amoureux se marient. Sa femme le décrit comme le mari parfait, qui travaille dur pour sa famille et qui est très agréable à vivre. Mais tout ça allait être de courte durée. Mark se met à avoir l'habitude de sortir après le travail. Il va boire quelques pintes au pub du coin. Il allait là-bas pour se détendre après de longues heures de travail acharné. Personne ne va le juger pour ça. C'était son petit moment détente, si c'était avec modération bien sûr. Mais on va savoir dans peu de temps que c'était pas trop le cas. Bref, en tant que Britannique et amateur de bière, et étant donné toutes les journées remplies qu'il a fait chaque jour, il avait bien le droit de s'évader quelques heures avec quelques amis à lui. Malheureusement, boire avec modération, il connaissait pas. Mark Hobson va boire beaucoup trop. Avec le temps, il adopte une addiction très forte à la boisson. Entre l'année 1994
1994 et 1998, Mark va se transformer progressivement et sa personnalité va être impactée à jamais. Il se met à sortir tous les jours au bar pour revenir complètement bourré chez lui, sous le regard de sa femme impuissante. Qu'est-ce que c'est malheureux, putain. T'imagines, toi, tu tombes sur un homme pareil. C'était le parfait amour au début, une vie de rêve, simple, sans chichi. Mais un jour, ton homme va tomber dans l'alcool et il va devenir méconnaissable. Et on le sait tous, qui dit une forte addiction à l'alcool, un mélange de violence et ta vie se transforme en enfer. La femme de Mark dira plus tard: c'était bizarre, je pouvais pas le croire. Il n'a jamais bu que nous étions mariés. Mais maintenant, son visage avait changé. Il était devenu un zombie, il était complètement sorti des rails. Mais il y a pire. Lorsque le jeune père de famille boit trop, comme je l'ai deviné, il se met dans des états de colère qui font froid dans le dos. Ainsi, de nombreuses bagarres sont provoquées par Mark, et il se retrouve souvent dans de violentes altercations, que ce soit dans la rue ou dans les pubs. En plus de ça, il se met à consommer de l'herbe en quantité importante. Un de ses amis, William, l'avait même vu en train de fumer du speed, qui est une substance psychoactive qui supprime l'état de fatigue, et qui donne l'impression d'être invincible. L'effet de cette drogue peut durer une dizaine d'heures, et ses séquelles sur le cerveau peuvent être très rapidement très critiques. Lentement, au fil des années de sa consommation de drogue et d'alcool, son mariage s'effondre. Son ami William tente de la raisonner, mais c'est déjà trop tard. En 1999, Mark décide de quitter sa famille sans donner de raison particulière à qui que ce soit. Il se met à boire 20 bières par jour. Oui, vous avez bien entendu, 20 bières par jour. Moi aussi j'ai été choqué. Physiquement, il va beaucoup changer. Sa peau semble vieillir prématurément et attaqué par cette maladie qui est la dépendance. Son patron et ses collègues de boulot ne reconnaissaient plus le Mark Hobson calme et sympathique qu'ils ont connu jusqu'à présent. Il se met à traîner avec des individus peu fréquentables qui le poussent vers sa propre déchéance. Quelques années passent et Mark passe de temps à autre à la maison qu'il a quittée pour voir son ex-femme et sa fille. Mais il est la plupart du temps ivre et alors qu'il pourrait passer de bons moments avec eux, les retrouvailles se passent souvent mal. Mark a d'intenses excès de colère, et celle-ci se déclenche pour tout et n'importe quoi. Quelle tristesse, il avait tout pour être heureux. Un enfant, une femme, et ce con va tout détruire. Moi, ce qui me fait le plus de peine ici, c'est son enfant qui se retrouve sans père, et qui le voit s'auto-détruire. Ça fait de la peine, sérieux. Un jour de mars 2002, William, l'ami de longue date de Mark, se promène dans Selby pour faire quelques courses. La journée est belle et ensoleillée, et la rue est pleine de passants qui profitent de la douce approche du printemps. Cela faisait quelque temps que William n'avait pas vu son ami, alors que soudain, lors d'une sortie, il l'aperçoit de l'autre côté de la rue. Il était à seulement quelques mètres de lui. William s'approche de Mark pour le saluer, mais en se rapprochant, il constate que Mark n'est pas seul. Il tient par la main une femme. William reconnaît tout de suite son ex-compagne. Instantanément, la colère prend William aux tripes. Il se demande pour qui se prend Mark à sortir avec son ex-femme sans que lui soit au courant de quoi que ce soit. Il interpelle Mark qui, en se retournant, voit son ami d'un pas déterminé à arriver vers lui. Quand il l'a vu, il a tout de suite compris, et sa colère était en train de monter de plus en plus. Lorsque William se retrouve face à lui, Mark Hobson lui envoie sans hésiter un coup au torse. William recule, et sans avoir le temps de réagir, il regarde où il a reçu le coup. Il pensait avoir reçu un coup de poing, mais dans sa chemise, il voit une fine incision. Une tache rougeâtre se met à grandir. William titube quelques secondes, et s'effondre lourdement sur le trottoir. Son poumon est perforé, et il se met à respirer difficilement. Autour de lui, des dizaines de témoins choqués par la situation. Mark Hobson, avec un cutter à la main, affiche sur son visage un air satisfait, en regardant son ami lutter pour sa vie. La police et les pompiers sont alertés, et Mark est placé en détention provisoire. Ainsi se passa la première agression mortelle de Mark Hobson. Et tout ça s'est déroulé seulement à quelques rues de l'endroit où il y a 16 ans, rappelez-vous, quand il avait menacé son collègue de travail Philippe avec la même arme. Mark est jugé et condamné à seulement 100 heures de travaux d'intérêt généraux et de 2 ans de sursis probatoire. Là, je vous avoue que j'ai l'impression de rêver. Je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de la justice britannique, mais ce jour-là, le juge a dû consommer un bon gros pilon. À quel moment tu vas mettre 2 ans de sursis sur une tentative de meurtre, sérieux? Le mec vient de lui perforer le poumon et il s'en sort avec 100 heures de travaux généraux. On croirait rêver, sérieux. William est hospitalisé en urgence et il s'en sortira. Sa famille est profondément indignée d'une peine aussi clémente. Et tu m'étonnes, durant quelques mois après cette histoire, Mark n'a plus d'emploi. Pour payer son alcool et sa drogue, il n'hésite pas à carrément voler l'alliance d'une de ses sœurs. Et il va la revendre pour seulement 25 livres sterling à un bijoutier. Pour info, c'est l'équivalent de 30 € à peu près. Lorsque sa sœur s'en rend compte, elle déclare le vol. Et juste après ça, Mark est très rapidement soupçonné, puis accusé. En plus de devoir honteusement rendre des comptes à sa sœur, il est condamné à 50 nouvelles heures de travaux d'intérêt généraux et de dédommagement financier envers sa sœur et le bijoutier. La vie de Mark est loin d'être rose. Sa dépendance à l'alcool n'a jamais été aussi forte. Il n'a plus d'argent ni de revenus, et sa fille Alice a décidé de ne plus lui parler après son comportement très violent. Mais il reste quelque chose à Mark Hobson, son charisme. De son ancien travail, il garde une collègue avec qui il est très proche, Claire Sanderson. Ils sortent désormais ensemble, et il se trouve que Claire a également un problème avec la boisson. Mark n'est donc plus seul,
Le couple emménage dans le quartier de Gamblefort, toujours dans la même ville de Selby. Mark trouve du travail en tant qu'éboueur et Claire l'aime passionnément. L'existence de Mark semble reprendre à zéro, comme une sorte de seconde chance. Mais le quotidien du couple va poser question dans le voisinage. Mark et Claire s'alcoolisent tous les jours, que ce soit dans le privé ou en public. Et tout ça va créer de violentes disputes qui vont régulièrement éclater entre eux. Souvent ils vont même jusqu'à se frapper. Leurs amis ont du mal à cerner leur relation. La veille, ils sont très proches et se font de grandes déclarations. Et le lendemain, Mark pousse Claire dans les escaliers. Un jour, ils s'enlacent et rigolent ensemble, et un autre jour, Claire, ivre, casse une queue de billard sur la tête de son compagnon. La relation est intense, dans le meilleur comme dans le pire. Mais Mark est extrêmement lunatique. Son tempérament est explosif, complètement différent d'un jour à l'autre. Une nuit, il est arrêté par la police, alors qu'il criait dans la rue qu'il voulait se battre avec quelqu'un. Près de lui, sa petite amie était enflée de bleu sur tout le visage, car elle venait de la frapper. Apparemment, selon des amis, Mark donnait un surnom très bizarre à Claire. Il la surnommait 8 coups. Oui, vous avez bien entendu, 8 coups. Tout ça faisait référence à ses ecchymoses. Parfois, ça lui prenait de l'appeler comme ça. « 8 coups 8 coups, viens par là 8 coups !» Histoire de l'humilier et de lui rappeler qui était le leader. Il était complètement détraqué cet homme. En plus de la violenter, il va l'humilier en public, comme si ça ne suffisait pas. La police était régulièrement appelée par les voisins, et elle trouvait Claire souvent dans de sales états. Mais Claire ne voulait jamais porter plainte contre son petit ami. À de nombreuses reprises, les amis et la famille de Claire lui recommandaient de quitter Mark. Une de ses plus proches amies avait peur de lui. Elle pensait sérieusement qu'un jour, Mark irait trop loin, et que sa relation était dangereuse. Il ne fallait pas continuer comme ça plus longtemps, mais Claire refusait systématiquement l'aide de son ami, et ils s'éloignèrent. Claire Anderson était éperdument amoureuse de son homme. Mais Mark, lui, ne semblait pas aussi sûr de son amour pour elle. Un jour, il va dire à son collègue de boulot « Je crois que je me suis trompé de jumelle. » Car oui, Claire avait une sœur jumelle, Diane. Et la famille Anderson n'aurait jamais pu se douter une seule seconde que d'entrer dans la vie de Mark Hobson aurait été un événement qui bouleverserait leur existence à jamais. Comme vous l'avez vu, Mark est une personne dangereuse. Il était imprévisible, et c'était évident qu'un jour, il allait dépasser les limites. Et c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite avec ces meurtres. Tout d'abord, je tiens à préciser que les scènes qui vont suivre sont particulièrement horribles. Et c'est pour vous dire à quel point j'ai énormément de peine pour les victimes. Personne ne mérite de mourir dans de telles circonstances et avec autant de souffrance. Les actes qui vont suivre sont inhumains, malsains. Enfin bref, immersion. Nous sommes le 10 juillet 2004. Et c'est la fin d'après-midi dans la ville de Selby. Claire et Mark sont une fois de plus dans le pub et s'alcoolisent excessivement. Vers 19h30, ils rentrent chez eux. Ils sont complètement ivres et une dispute éclate. Cette fois-ci, ça va un peu trop loin. Claire finit par se reposer sur le canapé du salon, mais Mark, lui, est encore fou de rage. Une rage meurtrière. Il part un instant pour chercher quelque chose, un petit marteau. Là, sans que Claire n'ait le temps de réagir, il lui saute dessus et la frappe 17 fois sur le crâne, faisant éclabousser du sang sur le canapé. Claire se débat faiblement, mais finit par ne plus bouger du tout. En pleine folie, ivre mais bien conscient, Mark Hobson s'assure que Claire est bien morte. Puis ensuite, il emmène le cadavre à l'étage pour le mettre dans la baignoire. Il décide de faire couler l'eau pour laver le sang présent sur la pauvre malheureuse. Il en profite même pour se laver lui-même. Il fait couler l'eau chaude et il était en train de baigner avec sa petite amie morte. Après son acte ignoble, il retourne au pub pour se poser à une table et lire un livre, comme si de rien n'était. À ce moment précis, personne ne se rend compte de ce qu'il vient de se passer. Pendant les quelques semaines qui suivent, Mark gardera le corps en décomposition de Claire dans la maison et il continuera de parler avec le corps, mais on ne saura jamais vraiment de quoi il lui parlait. Durant ces semaines, il prépare la suite des événements. Mark n'avait pas encore fini de tuer. Au point où il en est, il en veut encore. Ce n'est plus le même. Mark est devenu un meurtrier. Il écrit sur un cahier tout ce qu'il projette de faire. Et la prochaine victime sur sa liste, c'est Diane, la sœur jumelle de Claire. Un jour, Mark met son plan à exécution. Avec le téléphone de Claire, il va appeler Diane. Il lui raconte que sa sœur est très malade et qu'elle est clouée au lit. Il lui fait savoir que Claire aimerait qu'elle lui rende visite aujourd'hui. Diane se met donc en route et arrive très rapidement chez le couple. En passant par la porte, elle ne se doutait malheureusement pas que ce serait la dernière fois qu'elle verrait la lumière du jour. Dès qu'il en a eu l'occasion, Mark s'est jeté sur elle pour l'assommer avec le même marteau qu'il a utilisé contre Claire. Sur le coup, ça ne l'a pas tuée. Ça a juste laissé le temps à Mark pour lui ligoter les poignets et les chevilles, la rendant immobile et sans défense. Après ça, ce que Mark va lui faire subir est tout simplement monstrueux. Il commence par la torturer en scarifiant plusieurs parties de son corps avec un rasoir. Ensuite, il aurait raconté à Claire que sa sœur était morte en l'appelant sa petite poupée chinoise blanche. C'était en référence à la pâleur de son cadavre. Mark a définitivement perdu les pédales.
puis il va raser les poils pubiens avant d'abuser sexuellement d'elle. Lors d'un rapport, il lui aurait mordu le mamelon tellement fort que ça lui aurait tout simplement arraché de la poitrine. Comme je vous l'ai dit, tout ce que je vous raconte est très sombre. Mark Hobson est un putain de monstre qui mérite d'être enfermé au plus vite. Après avoir fait subir toutes les tortures à la jeune femme, Mark lui met un sac en plastique sur la tête, puis il attend tranquillement qu'elle s'étouffe. Mark vient d'assassiner les deux sœurs jumelles. Maintenant, il doit faire disparaître les cadavres en les mettant dans 2 grands sacs poubelles et en les cachant dans la chambre à coucher. La scène est à la fois aussi triste qu'ignoble. Les 2 corps des sœurs jumelles sont alignés, avec un sac plastique sur la tête. Mark devait faire vite, parce que la disparition des 2 jeunes femmes n'allait pas passer inaperçue très longtemps. En particulier pour Diane, dont le petit ami Ian n'avait plus de nouvelles depuis quelques jours. Un après-midi, Ian va appeler Mark et Claire pour savoir s'il n'avait pas récemment eu des nouvelles de sa petite amie, sachant que Claire et sa sœur étaient très proches. Mark lui répond que non, qu'il n'avait pas vu ni Diane ni Claire depuis quelques jours. Il lui propose néanmoins de passer à la maison pour en discuter, ce que Ian accepta. Une fois dans la maison de Mark, Ian s'assoit sur le canapé du salon, le canapé où Claire a été sauvagement tuée. En parlant avec Mark Hobson, il sent une odeur très gênante, très étrange. Mais Mark aurait pris les devants en lui annonçant qu'il avait des problèmes de canalisation. Comme ça, les 2 meurtres passeraient inaperçus. Ian met rapidement un terme à la conversation pour se rendre chez les parents des sœurs jumelles. Par chance, Mark n'avait pas pour projet de le tuer à son tour. Pendant que Ian est sur la route pour aller chez les Sanderson, Mark comprend qu'il n'a plus 1 minute à perdre. Il n'a plus le temps pour se débarrasser des corps, donc il prend la fuite. Ian et les Sanderson comprennent très rapidement que quelque chose ne tournait pas rond. Ils retournent tous ensemble chez Mark et appellent la police pour partager leurs doutes. Lorsque tout le monde pénètre dans la maison de Claire et Mark, l'odeur en décomposition est de plus en plus intense. La police arme au poing monte à l'étage s'attendant à débusquer le meurtrier, mais ils ne vont rien trouver de vivant là-haut. La famille Sanderson est dévastée. Les 2 êtres chers qu'ils aimaient par-dessus tout sont enfermés dans des sacs poubelles. Mark n'est plus là et il est désigné comme le suspect numéro 1. La police appelle en renfort une équipe scientifique qui passe au peigne fin tout l'appartement. Alors que tout le monde cherche des empreintes sur le lieu du crime, le commissaire reçoit un appel du quartier général de la police. Au bout du fil, un enquêteur s'adresse à lui d'un ton désolé. « Commissaire, bonjour. Vous êtes déjà au courant de ce double homicide? Quelle tristesse. Oui, je suis sur les lieux. Nous cherchons des éléments de preuve. Ces 2 sœurs ne méritaient pas ça. Commissaire, je ne fais pas allusion à cette affaire-là. Un couple vient d'être retrouvé assassiné sauvagement. Le commissaire raccroche le téléphone et il devient pâle. En effet, à environ 40 minutes de là, dans le paisible village de Strands Hall, un autre crime odieux venait d'être commis dans la foulée. Le lendemain de la découverte des sœurs Sanderson, Mark s'était enfui vers le nord avec sa voiture, sans savoir où il allait. En route, il va par hasard s'arrêter devant la maison de James et Joanne Brinton, un couple octogénaire. Il entre par la porte qui était ouverte, et là, il trouva Madame Brinton qui pouvait à peine marcher. Mark lui enfonce un couteau dans le dos avec une telle force que la lame se retrouve coincée dans le corps. Puis ensuite, il s'attaque à Monsieur Brinton qui était atteint de la maladie d'Alzheimer. Mark Hobson se mit à le battre à mort avec sa propre canne. Là, je suis désolé, je suis obligé d'intervenir. Vous allez me trouver vulgaire peut-être, mais quelle petite merde sérieux. Au bout d'un moment, faut comprendre pourquoi je parle comme ça parfois. Cette merde ne mérite aucun respect. Tuer ce pauvre couple et tuer ces 2 sœurs qui étaient pleines de vie. J'ai beaucoup de peine pour les victimes, et puissent-ils vivre en paix. Ensuite, Mark Hobson se met à fouiller dans toute la maison, probablement dans le but de trouver de l'argent. Il ne trouva pas grand chose à dérober, mais grâce à ça, ses empreintes sont partout. Mark Hobson ne le sait pas encore, mais en seulement quelques heures, il fait parler de lui dans toute l'Angleterre. Il est temps pour toi d'être arrêté. Une pourriture de la sorte ne mérite absolument pas de vivre en liberté. Mark Hobson, ton heure est comptée. Nous sommes le 25 juillet 2004 et ça fait maintenant 8 jours que Mark Hobson est en fuite. Actuellement, il est déclaré comme l'homme le plus recherché de Grande-Bretagne. Une gigantesque chasse à l'homme est organisée et 500 policiers sont sollicités pour le retrouver. Des campagnes publiques dont 10 000 tracts sur sa photo sont réalisées. Et les familles des victimes sont interrogées, mais Mark est introuvable. La mère de Mark elle-même lance un appel public pour que son fils se rende. Il fallait le retrouver, sinon il tuerait à nouveau. Sur les tracts, il est demandé à la population d'appeler immédiatement la police s'il est aperçu, mais surtout de ne l'approcher en aucun cas. Mark Hobson réalise l'ampleur de ce qu'il a provoqué. Il est cerné, et il le sent au plus profond de lui. Désespéré de son avenir, il part se cacher dans la forêt, près du village où il a assassiné les Brinton. Il y restera quelques jours. Mais la faim et la soif le tiraillent de plus en plus. N'en pouvant plus, il décide de se rendre dans une petite station essence pour tenter d'acheter du papier à cigarette, des allumettes et de l'eau. Mais le garagiste le reconnaît immédiatement et appelle la police après son passage. Quelques minutes plus tard, des policiers et des chiens arrivent sur les lieux et arrêtent Mark. Quand les policiers se retrouvent face à lui, Mark les regarde, ne bouge plus et dit tout simplement « Je suis un putain de meurtrier, n'est-ce pas ?»
N'est-ce pas? Avril 2005, Hobson va être enfin jugé pour les atrocités qu'il a commis. Il est habillé d'un costume sombre et d'une cravate, et il se tient debout dans le tribunal. À aucun moment il ne cherche à démentir sur ce qui s'est passé, ni ce qu'il a fait, et il ne s'exprime que pour confirmer ce dont on l'accuse. Le juge souligne que les Brinton étaient mariés depuis 58 ans. Et avait deux filles, Anne, 54 ans, et Catherine, 49 ans. C'était une fin très tragique pour eux. Hobson n'avait pas besoin de les tuer pour les neutraliser. On le soupçonne de l'avoir fait pour le plaisir. Dans la salle d'audience, l'ambiance est extrêmement pesante. Les parents de Claire et Diane sont là eux aussi. Leur visage est fermé, sombre. Et tu m'étonnes, après avoir perdu tes deux enfants, là dans le tribunal, tu as ce meurtrier juste devant tes yeux. Personnellement, je ne sais même pas comment j'aurais réagi. Ça aurait été tellement difficile de rester calme face à une telle pourriture. Ce qui est sûr, c'est que j'aurais été dévasté par la tristesse. Quelques personnes qui ont côtoyé Mark Hobson durant ses beuveries nocturnes racontent que c'était un personnage régulièrement violent et qu'il s'était à de nombreuses fois bagarré avec d'autres clients du pub. Un jour, il a même menacé un homme de lui arracher un œil avec un couteau qu'il tenait dans la main. En lisant les antécédents de Mark, le juge constate amèrement qu'il avait déjà poignardé quelqu'un, mais qu'il fut seulement condamné à des travaux d'intérêt généraux. Il souligne que Mark Hobson aurait dû être enfermé tout de suite. Au domicile de Mark, la police retrouve son petit carnet de notes. À l'intérieur, il avait mentionné le projet de tuer la sœur de sa petite amie, mais il y avait d'autres choses qui étaient également griffonnées. Mark prévoyait manifestement d'attaquer les parents de Diane et Claire, ainsi que son ex-femme, la mère de sa fille. Près des notes, il était écrit « Disable All », qui veut dire littéralement « tous mutilés ». On peut lire aussi une liste de courses, comme des grands sacs poubelles, du spray anti-mouche, du ruban adhésif. Dans la salle d'audience, quand on évoque tout ce que Mark Hobson voulait faire, la mère des sœurs jumelles, Jacqueline Sanderson, se lève et hurle « Va pourrir en enfer! Va pourrir en enfer !» Le juge, juste avant de déclarer sa sentence, dira ces quelques mots. « Monsieur Hobson, les dégâts que vous avez causés sont incalculables. Vous avez non seulement détruit la vie de vos victimes, mais en plus vous avez dévasté celle de ceux qui les aimaient. » Le 27 mai 2005, Mark Hobson est officiellement accusé d'avoir tué sa petite amie Claire Sanderson, 27 ans. Il est accusé d'avoir tué la sœur jumelle Diane, ainsi que les retraités James et Joanne Brinton, âgés de 80 et 82 ans. Pour ce crime, il est condamné à 4 fois la prison à perpétuité, avec une recommandation de ne plus jamais le laisser sortir. Le juge souhaite que Mark Hobson passe le restant de ses jours derrière les barreaux, sans possibilité de libération sous condition. Mark Hobson va faire appel de cette décision. Il va dire que c'était beaucoup trop sévère, sachant qu'il a avoué les 4 meurtres. Mais le nouveau juge sollicité pour son nouveau procès va dire les choses suivantes. « Je recommande de ne jamais laisser sortir Hobson, quel que soit son plaidoyer et ses arguments. Car ces meurtres sont si horribles. Cet homme ne mérite aucune clémence. Et je suis totalement d'accord avec ce juge. Sérieusement, on ne peut pas laisser une seconde chance à un tel meurtrier. C'est juste inconcevable. Imaginez qu'il puisse être à nouveau en liberté dans les rues. Non, c'est juste inimaginable, sérieux. Qu'il aille pourrir en prison pour ses actes odieux, c'est tout ce qu'il mérite. Mark Hobson est actuellement enfermé dans la prison de haute sécurité de Wakefield. Il est seulement à 10 minutes de la clinique qu'il a vu naître 35 ans auparavant. Régulièrement, il écrit des lettres dans lesquelles il accuse l'alcool et la drogue d'avoir été à l'origine de tous ses problèmes. Mais il ne précise pas s'il regrette ce qu'il a fait. Mark Hobson est un homme qui aurait pu s'en sortir. Sa famille, ses proches, son travail... Il disposait d'une base solide pour construire une vie paisible, et ce même en étant divorcé. Mais il a sombré dans l'alcool et la drogue. Ses vices l'ont mené petit à petit dans cette folie meurtrière. Mais sans même parler de ça, l'addiction n'excusera jamais de tels actes. Mark Hobson a été examiné par des psychiatres, et rien, absolument rien dans leur diagnostic ne peut expliquer le comportement de cet homme. Si ce n'est sa propre volonté, son libre arbitre. Mark Hobson est tout simplement un homme dangereux, et il ne l'a jamais nié. Dalia Mohamed est née à New York le 18 octobre 1982. Élevée par un père d'origine égyptienne et d'une mère d'origine péruvienne, Dalia grandit auprès de son frère Amir et sa sœur Samira. Elle grandit dans une famille assez conventionnelle et très pratiquante. Lorsque Dalia atteint ses 13 ans, la famille Mohamed déménage à Boynton Beach, dans l'état de Floride, au sud-est des États-Unis. Là-bas, les enfants Mohamed se transforment progressivement en adolescents. Ils ont été éduqués dans le respect des traditions et de la religion. En 2000, Dalia obtient son diplôme dans un lycée près de chez elle. Lorsqu'elle évoque l'avenir de sa fille, Randa, sa maman, l'imagine devenir une belle personne. Elle l'imagine devenir une femme respectable, trouver un homme, se marier, être heureuse, puis à son tour, dans une suite logique, faire des enfants. C'était le schéma classique qu'elle voulait pour sa fille, comme la plupart des gens finalement. Et ensuite devenir à son tour grand-mère et avoir ses petits-fils. Pour Randa, ce cheminement d'existence est en parfaite harmonie avec la joie et l'épanouissement. Comme je l'ai dit, c'est le cas pour beaucoup de gens, mais la vie c'est aussi beaucoup d'événements inattendus. Nous sommes à l'aube de l'an 2000. Et Dalia est maintenant une jeune femme intelligente, au physique très avantageux, qui s'apprête à entrer dans des études supérieures. Ses parents viennent de divorcer, et comme énormément de jeunes gens de son âge, elle est incertaine sur ses projets et sur ce qu'elle aimerait faire à l'avenir. Finalement, elle va opter pour une licence dans la branche de l'immobilier.
compliqué. À présent, le chemin qu'elle voulait prendre semblait évident. Son nouveau but était de terminer sa licence pour ensuite intégrer un bureau, dans lequel elle travaillera dur pour gagner sa vie. Mais Dahlia a un problème. Financièrement parlant, les études ne rapportent presque rien, voire rien du tout. Elle désire gagner de l'argent dès maintenant, elle en avait marre de galérer. Elle est prête à faire beaucoup de choses pour ça, même à se lancer dans des occupations quelque peu particulières. La jeune étudiante va donc commencer une activité non déclarée. Cette activité va à l'encontre de tous les principes que constituent les enseignements moraux qu'elle a pu recevoir durant toute son enfance. Mais elle s'en foutait complètement parce que c'était très lucratif. Elle est devenue escorte pour un public masculin. Grâce à ce revenu supplémentaire, Dahlia s'épanouit et peut enfin répondre à certains de ses besoins matérialistes. Cette activité va durer quelques années et Dahlia va y rencontrer beaucoup d'hommes plus ou moins fortunés. Dahlia s'y plaisait bien, elle était plutôt heureuse et cette activité et les études en parallèle lui apportaient tout ce qu'elle désirait. Tout au long de ces années, Dahlia se développe et s'habitue à un train de vie financier qui lui convient. Restaurants, habits, bijoux, luxure. Grâce à ses charmes, Dahlia profite de la compagnie de ceux qui peuvent s'offrir ses services. Un jour en 2008, Dahlia rejoint un nouveau client qu'elle ne connaît pas. C'est un homme grand, brun, sportif et costaud qui se nomme Michael D'Ippolito. Cet homme a trouvé les services de Dahlia sur internet et s'est laissé tenter par l'adultère. Car oui, Michael, surnommé Mike, est un homme marié au moment où il rencontre Dahlia Mohamed. Mike et Dahlia font leur affaire et Mike va particulièrement apprécier le temps passé avec Dahlia. Il va tellement apprécier qu'il va demander de la revoir. Dahlia ne va pas refuser ses nouveaux rendez-vous et il va se développer progressivement une attirance entre les deux. Mike va succomber au charme et à la personnalité de la jeune femme et tomber éperdument amoureux d'elle. À ce moment-là, son couple marital semblait déjà échouer petit à petit. C'est alors que Mike décide carrément de divorcer de sa femme. Il quitte sa compagne Maria pour entamer une relation avec Dahlia qui tombe également sous le charme. Mike D'Ippolito, en plus d'être un homme très attentionné, c'est quelqu'un qui a un compte bancaire très bien rempli. Avec cet argent, il couvre Dahlia de cadeaux et souhaite lui offrir une vie aisée. Mais la raison pour laquelle Mike dispose d'autant d'argent est assez obscure. La plupart de ses fonds proviennent de ventes de drogue et d'escroqueries. En effet, il y a quelques années, Mike D'Ippolito était un consommateur régulier de cocaïne et il en vendait également. En plus de ça, il réalise de nombreuses arnaques auprès de plusieurs personnes dans d'autres états des États-Unis via du télémarketing. Son stratagème consistait de convaincre des gens par internet ou par téléphone. Il voulait qu'ils investissent de grosses sommes sur des devises monétaires. Il leur promettait que la valeur de celle-ci allait augmenter et qu'ils allaient avoir un gros retour sur investissement. Ainsi, sur les comptes en banque de ces deux sociétés, Mike recevait des centaines de milliers d'euros. Mais au lieu de réinvestir cet argent, lui, il voulait profiter de la vie. Il était là à dépenser tout son argent dans des chambres d'hôtel, des restaurants, des speed dating et du téléphone rose. En mars 2002, quelques années avant sa rencontre avec Dahlia, et suite à de nombreuses plaintes déposées contre les deux sociétés de Mike, il va finir par se faire prendre. Un détective a enquêté sur l'affaire D'Ippolito et finit par l'arrêter. Ce dernier a reconnu les faits, en plaidant coupable d'accusations de fraude organisée et de télémarketing sans licence. Il a été condamné pour ça à 2 années de prison. Aujourd'hui, Mike D'Ippolito est en liberté probatoire jusqu'en 2032 et il doit dédommager chaque mois chacune de ses victimes. Quel petit escroc ce Mike. Ces appels, ça me fait penser à toutes ces arnaques qu'on reçoit à longueur de journée par téléphone. En ce moment, c'est un peu la mode. On t'appelle et on te dit toutes les choses suivantes. Allô monsieur, je vous appelle pour votre compte formation. C'est très important, ne raccrochez pas s'il vous plaît. Mais fermez-la avec vos arnaques bidons. Vous avez vraiment... Oula, mon téléphone. Rassurez-vous, il est pas cassé. Bref, reprenons. Mike D'Ippolito, c'est un homme avec un caractère assez particulier finalement. C'était un homme avec beaucoup d'addictions et de vices. Un homme sans doute intelligent, mais qui n'a pas hésité une seule seconde à voler des pauvres innocents. Et tout ça pour son propre intérêt et ses propres désirs. Et ça, c'est malheureux. Mais aujourd'hui, ce Michael D'Ippolito avait purgé sa peine et se donnait les moyens de réintégrer une existence moralement acceptable. Sa consommation de drogue était devenue à présent inexistante. Et sa malhonnêteté s'est apparemment arrêtée. Bref, Mike a décidé de prendre un autre tournant et d'arrêter toutes ses anciennes activités. Dahlia, quant à elle, savait tout du passé de Michael, tous les moindres détails. Il a été très sincère avec elle, il lui racontait toutes ses magouilles avec ses entreprises, son passif de cocaïnomane, ses problèmes avec la justice. Malgré toutes ces informations le concernant, Dahlia ne refroidit pas pour autant, et elle l'accepte tel qu'il est, avec ses antécédents. Ce qui compte pour elle, c'est l'homme qu'il est devenu aujourd'hui, avec sa situation actuelle. Ce nouvel homme a donc enfin trouvé une femme qui lui convient. Peu importe qu'elle était auparavant son escorte et qu'il a dû quitter sa femme pour elle. Michael D'Ippolito était fou de Dahlia. Tellement fou qu'en 2009, Mike demande Dahlia en mariage et elle accepte. Leur mariage a lieu le 2 février 2009, juste 5 jours après le divorce de Mike. À ce moment précis, une nouvelle vie commence pour ce couple. Ça devient de plus en plus sérieux entre eux et on va découvrir la suite des événements. Banks.
Les deux amoureux viennent de se marier. À partir de là, Mike et Dalia DiPolito vivent sur un petit nuage. Mike achète une maison en Floride et le couple y emménage. Il traite sa femme comme une véritable princesse. Il sort son porte-monnaie à la moindre occasion. Dalia adore sa nouvelle vie avec son époux. Il dépense également des fortunes dans sa chirurgie esthétique, à la demande de sa femme. De son côté, Dalia présente Mike à toute sa famille, qui l'accepte tout de suite. C'est un homme riche, doux, qui a tout l'air d'un honnête gentleman. Tout commence très bien pour les deux tourtereaux et l'avenir ne peut être que prometteur. Mais comme on le disait avant, la vie c'est aussi beaucoup d'événements inattendus et on va voir ça. Environ un mois après qu'il se soit dit oui, un jour, quelqu'un tape à la porte des DiPolito. « Oui, j'arrive, attendez une seconde !» Mike s'approche et ouvre la porte. L'homme qui se tient debout face à lui, debout sur son palier, porte un uniforme. Autour de lui, plusieurs personnes sont habillées de la même façon, lui faisant face. L'homme va parler en premier, s'adressant à lui. « Monsieur DiPolito, c'est la police. Nous venons de recevoir l'appel d'une personne qui nous a indiqué que vous cachiez de la drogue ici. Est-ce qu'on peut entrer ?» Mike est abasourdi. Ça faisait au moins 6 années qu'il n'avait pas eu affaire à la police. Il est en train de penser à sa liberté probatoire, et heureusement depuis plusieurs années, il n'a rien à se reprocher. « La police ? Mais qui donc vous a appelé ? Entrez et fouillez si vous voulez. » « Merci, l'appel était anonyme, monsieur. Je ne peux pas vous en dire plus. » La police entre dans le domicile des DiPolito et fouille, mais ils ne trouveront rien. Au bout de quelques minutes, ils repartent laissant aucune réponse. Mike se pose de nombreuses questions. Il ne comprend pas. Pourquoi la police est venue fouiller chez lui? Qui avait passé ce coup de fil à la police? Est-ce que cette personne était au courant de la situation de Mike? Dalia sent que son mari ne se sent pas très bien suite à leur venue. Elle lui propose, pour se changer les idées, de partir en amoureux passer un séjour dans un luxueux hôtel sur l'île de Palm Beach, en Floride. Le couple part donc passer du bon temps dans cet hôtel, et Mike se détend un peu, aidé par les douces attentions de son épouse. Cette courte parenthèse terminée, les deux amoureux rejoignent leur voiture et quittent l'hôtel. Mais en arrivant sur le parking, Dalia et Mike constatent que le véhicule est entouré de policiers. En voyant cette scène, la pression artérielle de Mike DiPolito se met tout de suite à remonter. Il se présente à nouveau aux policiers, qui lui disent qu'un appel anonyme a signalé que sa voiture était suspecte et qu'elle contenait de la drogue. À ce moment-là, intérieurement, Mike se met à exploser. Ce n'était plus une mauvaise blague. Quelqu'un voulait le voir tomber, il en était certain. Encore une fois, il va laisser la police faire son travail et ils vont fouiller sa voiture. Face à eux, il préfère garder son calme et il ne laisse rien paraître pour ne pas être vu comme un suspect. Il ne comprend pas ce qui se passe mais ne rentrera pas dans ce jeu. Il en était hors de question qu'il se remette encore une fois dans la merde et qu'il puisse encore une fois aller en prison. Une fois de plus, la police ne va strictement rien trouver dans la voiture. Et bien que ce soit une évidence pour Mike, c'est un soulagement. Après ce second événement, Mike prend le problème beaucoup plus au sérieux et il commence à s'interroger. Les deux appels anonymes ne peuvent pas être une coïncidence. Non, c'était pas du tout une coïncidence. C'était peut-être quelqu'un qui l'avait arnaqué par le passé. Même si pour lui il a réglé sa dette auprès de la justice et qu'il soit en train de rembourser tout ce qu'il a pu faire. Il est possible que quelqu'un essaie de s'en prendre à lui pour se venger. L'hypothèse peut peut-être tenir debout, mais dans ce cas-là, pourquoi avoir attendu tout ce temps? Soit c'est une blague de mauvais goût, ou peut-être une sorte de justicier qui connaîtrait son histoire et qui essaierait de vérifier s'il est toujours en règle avec la société. On pourrait se poser des centaines de questions pendant des heures. En tout cas, il est sûr à 100% que quelqu'un essaie de le faire enfermer. Mais ça ne fonctionnera pas. La police peut bien fouiller une 50aine de fois sa voiture, sa maison et même chacune de ses chaussettes, elle ne trouvera rien. Mike est totalement clean, et ce depuis de nombreuses années maintenant. Et il compte a priori le rester. Il sait quels sont les enjeux, il ne veut pas perdre son sursis, sa liberté. C'était trop important pour lui. Heureusement, sa femme Dalia est là pour le soutenir et lui remonter le moral. Alors que Mike est au plus bas, elle fait ce qu'elle peut pour le rassurer. Cette femme si merveilleuse sait trouver les mots pour réconforter son mari, qui lui est si reconnaissant d'être là pendant cette passe difficile. En si longues années, jamais Mike n'avait autant ressenti l'aura pesante de la justice. Son passé sensible le rendait vulnérable à chaque instant à une potentielle réincarcération et il le savait très bien. Qui était donc cet inconnu qui cherchait à le nuire? Ce qui était sûr ici, c'est qu'il était au courant de ses antécédents judiciaires. La situation est incompréhensible et oppressante, terriblement oppressante. Il devient à présent difficile de savoir quoi penser. Quelque temps après, un soir, Dalia et Mike s'offrent une soirée en amoureux et vont dîner dans un restaurant près de chez eux. Le dîner est excellent et les deux amoureux profitent de la soirée. À ce moment-là, tout semblait rentrer dans l'ordre, au plus grand soulagement des DiPolito. Mais malheureusement, la joie va être de courte durée. Une troisième fois, l'anonyme contacte la police qui se rend devant le restaurant pour y cerner la voiture de Mike,
Pour lui, c'était la fois de trop. Avec une certaine impatience, il ouvre sa voiture et laisse les hommes en uniforme la fouiller de fond en comble. Un des agents ouvre le coffre, soulève la roue de secours et il tombe sur un petit sachet. Il tombe sur quelque chose. Mike reconnaît tout de suite de quoi il s'agit. Un petit sachet blanc, c'était de la cocaïne. Voilà ce qu'ont trouvé les policiers dans la voiture d'un homme en sursis. D'un homme qui a été impliqué dans tant d'histoires, dont certaines liées à des substances blanchâtres. Mike n'avait rien à se reprocher et il était le mieux placé pour le savoir. Mais au vu de cette découverte, ça devenait de plus en plus compliqué pour lui. C'est sa voiture, donc c'est sa responsabilité. Il était en train de penser à la prison, le sursis, enfin sa liberté. Là, je peux vous dire qu'à ce moment-là, Mike avait peur pour son avenir. Un sachet de drogue retrouvé dans sa voiture avec tous ses antécédents, ça sentait pas bon du tout. Il est submergé par l'émotion et il se met à pleurer. Et il va dire toutes les choses suivantes. Je ne comprends pas, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, je vous le jure, monsieur le policier. Ce n'est pas moi qui a mis ça là, je vous le jure. Depuis des semaines, quelqu'un appelle anonymement pour essayer de me piéger alors que je n'ai rien fait, je suis innocent. Les policiers le laissent parler et contre toute attente, il semble si abasourdi par la réaction inattendue de Mike qu'ils se mettent à presque avoir une sorte d'empathie envers lui. Ils sont aussi surtout interpellés par cette histoire de coup de fil anonyme à répétition. Pour eux, il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. C'est alors qu'ils prennent la décision de laisser Mike repartir. Mais ce que tout le monde ne sait pas, c'est que proche d'eux, l'auteur de l'appel anonyme a suivi avec attention toute la scène. Et il n'est pas du tout satisfait de la réaction des forces de l'ordre. Il décide de passer à la vitesse supérieure. Bientôt, il frapperait beaucoup plus fort. Après ce nouvel incident, Mike devient paranoïaque et ça se comprend sérieux. Avec tout ça, tu peux que devenir fou. C'est terrible ce qui lui arrive. Par la suite, très régulièrement, il fouille sa propre voiture afin de vérifier si tout est en ordre. Si personne n'a à nouveau déposé quelque chose qui pourrait lui attirer des ennuis, il se met à douter de ses amis. Cet anonyme, quiconque soit-il, dispose des moyens plus élaborés qu'il ne l'aurait imaginé. Comment a-t-il pu s'introduire dans sa voiture et quand l'a-t-il fait? Et comment avait-il pris connaissance des endroits où Mike et sa femme se rendaient? C'est sûrement quelqu'un de très déterminé dans sa tâche. De plus, il est très informé sur Mike. Peut-être qu'il était à ce moment même à quelques mètres de lui, à réfléchir de quelle façon il allait pouvoir s'introduire dans sa chambre pour y cacher un autre sachet de coke. Mike n'est plus serein et il se sent surveillé dans ses déplacements, même dans sa maison. La police connaît désormais sa version au sujet de cette étrange histoire, mais il le sait, sa parole d'ancien détenu peut à chaque instant être remise en cause. Quoi qu'il arrive, il ne veut plus de sa vie d'avant et être pris pour cible. Là, on fait face à quelque chose de très intéressant. Qui veut s'en prendre à Mike DiPolito et pourquoi? On a deux scénarios possibles. Soit il ment et il se fout de la gueule de tout le monde, soit il y a bel et bien une personne qui lui veut du mal. On va essayer de creuser, histoire de voir plus clair dans cette affaire. Bref, on a apparemment un Mike qui ne veut plus avoir affaire avec la justice. Et il a l'air de dire la vérité. Il est tourmenté et il vit très mal cette situation. Dahlia, sa femme, est toujours fidèle à son mari, toujours là à le soutenir et à l'aider par ses mots et sa douceur. Mike est vraiment un homme chanceux de l'avoir rencontré avant toute cette histoire. Juste avant d'ailleurs, quand on y repense, la coïncidence est presque troublante. Quelques jours passent et une après-midi, Dahlia s'absente de la maison pour quelques heures. C'était pour soit aller au sport ou faire quelques courses. C'était une habitude de la jeune femme dont Mike est habitué. Mais ce jour-là, rien de tout ça n'était prévu. La jeune femme descend de sa voiture pour rejoindre une autre en ville. Un homme se tient au volant de cette dernière. Son nom, c'est Mohamed Shehadeh. Je vous avoue que je sais pas du tout comment on prononce son nom. Mais bon, c'est pas grave. Cet homme n'est pas inconnu pour Dahlia, puisqu'il s'agit de son ex-petite amie. Mohamed ne savait pas pourquoi il était là, mais Dahlia lui a demandé de venir. Elle a quelque chose à lui demander, quelque chose de particulier. Quelque chose qu'elle a dans son esprit depuis quelques semaines déjà. À partir de cet instant, Dahlia va nous révéler une autre facette de sa personnalité. Ce qu'elle s'apprête à dire à Mohamed est inattendu, et c'est vraiment troublant. Personne, au grand personne, ne s'attendait à ça. Écoutez. Écoute, voilà, mon mari est violent avec moi, il me frappe, c'est un sale type, et je veux le faire payer. Écoute, Mohamed, je veux qu'il meure. Mohamed Shehadeh n'a pas le temps de répondre que la jeune femme enchaîne. Je veux engager quelqu'un qui pourrait m'en débarrasser, un tueur à gages. Tu pourrais me trouver ça, s'il te plaît? Quand son ex a entendu tout ce qu'elle avait à dire, il était vraiment choqué. Il s'attendait mais absolument pas à ça. Il réalise que Dahlia est très sérieuse dans sa demande, et il va tout simplement la traiter de folle. Il va dire que jamais il ne l'aiderait à tuer son mari. La jeune femme assiste un peu, énormément, mais Mohamed ne veut rien entendre. Elle est complètement tarée et elle ne s'arrête pas. Son ex ne veut pas participer à cet assassinat, il en était hors de question. Dahlia est déçue par la réponse de Mohamed, et elle se précipite vers la boîte à gants de sa voiture, et elle prend un pistolet qui est caché à l'intérieur. Elle savait visiblement qu'elle en trouverait un, mais Mohamed sort de ses pensées et arrache le revolver de ses mains. Avec vivacité, il finit par dégager la jeune femme de sa voiture et elle part. Qu'est-ce qui est en train de se passer? On a l'impression qu'elle est
est complètement ravagée, on ne la reconnaît pas. Qu'est-ce qui t'arrive Dahlia? C'est quoi ce changement de comportement? C'est assez troublant ce comportement qui change du jour au lendemain. Mais on va essayer de comprendre pourquoi elle réagit comme ça. Elle veut tuer son mari mais ça n'a aucun sens. Bref, on va essayer de comprendre tout de même. Pendant les quelques jours qui suivent, Dahlia était en train de passer un cap. Elle avait pris la décision d'assassiner son mari. Est-ce que c'était par vengeance en réponse à la soi-disant violence de Mike? Eh bien depuis qu'ils sont mariés, et même avant leur rencontre, il n'a jamais été violent avec elle. Eh bien selon l'enquête, il n'a jamais levé un seul doigt sur elle. Le mobile de ce projet était bien plus malsain que ça. Il s'agissait de l'argent. Mike est un homme qui doit rembourser beaucoup de dettes, et malgré ça, il continue de faire mener à Dahlia un train de vie luxueux. La jeune femme ne peut plus, ou plutôt ne veut plus se passer de ce train de vie, mais son mari, lui, est désormais en trop. Ou peut-être qu'il l'a toujours été, finalement, qui sait. Et maintenant qu'elle l'avait épousé, une partie de sa fortune devait lui revenir de droit s'il mourait. Donc la solution pour elle, c'était de l'assassiner. Oui, c'est un peu extrême comme décision, mais à ce moment-là, dans sa tête, c'était la seule solution qu'elle avait. Et quand on réfléchit à tout ce qui s'est passé avant, tout prend son sens. Les sachets de cocaïne cachés dans le coffre de la voiture, c'était elle. Elle était sournoise, c'était bel et bien elle qui était derrière tout ça, et ce, depuis le début. Pendant que la jeune femme mariée complote gravement dans le dos de son mari, Mohamed Shihadeh, son ex, s'interroge sur tout ce qu'elle lui a dit, en lui parlant d'assassiner son mari. Elle semblait si sérieuse, c'était de la folie. L'idée d'être complice d'un meurtre ne lui plaisait pas du tout. Donc soit il se fait discret et profite de la situation, soit il peut tomber en tant que complice de meurtre. Au bout de longues heures de réflexion, Mohamed a fait son choix. Il prend le téléphone et compose un numéro. Pendant ce temps, Mike DiPolito est anxieux. Il est stressé et il ne sait toujours pas qui lui veut du mal. Sans cesse, il pense à la prison, à son sursis et à l'anonyme au téléphone. Il est loin de se douter que cette personne lui parle tous les jours et qu'il s'endort chaque soir dans le même lit avec cette même personne. Malheureusement pour lui, Mike n'est pas au bout de ses surprises. Dahlia, sa propre femme, se préparait à le tuer. Son jeu d'acteur est si parfait que son pauvre mari ne se doute de rien. Avec tous les événements qui ont eu lieu, la police, etc., il va carrément jusqu'à aller mettre sa propriété au nom de sa femme afin de protéger ses biens au cas où il se ferait arrêter. Bref, tout se passe comme prévu pour elle. Elle avait son idée en tête et elle allait tout faire pour arriver à ses fins. C'est quand même triste, je trouve, d'en arriver là pour une histoire d'argent. Quand on dit que l'argent peut rendre fou, changer totalement une personne, c'est vrai. Dahlia est prête à tuer tellement elle est matérialiste. Vous imaginez à quel point c'est de la folie. Dahlia veut la mort de son mari et c'est la seule solution à ses yeux. Découvrons la suite des événements. Banks. Revenons à Mohamed, l'ex-petit ami de Dahlia qui va finalement la rappeler. Il va lui proposer un nouveau rendez-vous d'affaires. Lors de cette rencontre, toujours dans la voiture de son ex-petit ami, ce dernier lui propose un homme qui pourrait accepter de tuer son mari. Un tueur à gages comme elle le voulait. Pour ça, il a seulement besoin d'un acompte de 2000 $. La jeune femme sort retirer l'argent et le donne à Mohamed. C'est bon, la rencontre avec cet homme était planifiée dans 2 jours. Dahlia DiPolito jubile, elle est diabolique, elle est limite heureuse de faire tout ça. 48 heures après, le 1er août 2009, Dahlia se rend sur un parking en ville. Un homme lui fait signe de sa voiture. La jeune femme pénètre dans la décapotable rouge. L'homme assis à côté d'elle est un Afro-Américain très imposant, avec un regard sûr, mais Dahlia ne semble pas impressionnée. Ils discutent pendant quelques minutes et l'homme cherche à en savoir plus sur Dahlia. « Êtes-vous sûr de vouloir le tuer ? Vous savez, vous avez le droit de changer d'état d'esprit, entre le moment où nous discutons et le moment où je vais passer à l'acte. » Sans hésitation, Dahlia lui répond qu'elle est déjà déterminée et qu'elle est sur un 5000%. C'est alors que l'homme observe Dahlia avec un peu d'interrogation. Il se demande comment une femme peut tuer son propre mari avec autant de facilité. Elle était toute calme et discutait toute tranquillement, c'était assez bizarre. Dahlia se met même à sourire comme si elle avait deviné toute sa pensée. « Je sais, tu m'as vu arriver, tu as dû te dire « Oh la mignonne petite femme innocente » ou quelque chose du genre. Mais en fait non, je ne suis pas comme ça. Je suis plus dur que j'en ai l'air et je suis là pour m'assurer que tout ce que je demande sera fait. Dahlia conclut sa phrase en éclatant de rire, et l'homme comprit qu'il avait affaire à quelqu'un de véritablement prêt à porter le poids d'un meurtre sur sa conscience. Elle n'allait pas changer d'avis et ça paraissait évident. La décision est prise. Mercredi 5 août à 6h30 du matin, le tueur se rendra à la propriété des DiPolito, prêt à agir. Pendant ce temps, Dahlia était à la gym. La création de son alibi était un point essentiel. Dahlia devra s'assurer que son mari est encore à la maison et qu'il est toujours au lit. Il ne doit absolument pas être en état de se défendre lorsqu'il rencontrera son agresseur. Une fois qu'il sera sur les lieux, le tueur s'arrangera pour casser des objets et mettre du désordre dans la maison, pour faire croire à un cambriolage qui aura mal tourné. À partir de là, tout est calculé. Il n'y a pas de retour en arrière. Dans 4 jours, Mike sera mort. Ce soir-là, en rentrant, Dahlia est toute joyeuse, souriante et s'apprête à embrasser tendrement son époux. Mercredi 4 août 2009, alors que Dahlia était à la gym, son téléphone se met à sonner. Un officier de police est derrière l'appareil. « Madame DiPolito,
Nous sommes à votre domicile. Il faut que vous rentriez le plus vite possible. La jeune femme ne s'attendait pas forcément à ce que la police soit si rapide à intervenir. Elle va dire tout simplement « Tout va bien, j'arrive ». En arrivant sur place, la maison est complètement cernée par des véhicules de police. Le jardin et l'entrée sont délimités par des rubans jaunes, désignant une scène de crime. Des photographes médico-légaux sont là. Dahlia s'approche d'un des policiers qui lui fait signe de venir vers lui. « Madame D'Ippolito, il vient de se passer un accident. Il y a eu beaucoup de coups de feu. Votre mari s'appelle bien Michael ? » « Oui, que s'est-il passé ?» « Je suis désolé de vous annoncer qu'il vient d'être tué, madame. » À la seconde où l'agent prononce cette dernière phrase, Dahlia rassemble tous ses talents d'actrice pour émettre un cri des plus déchirants possibles. Elle se met à trembler de façon presque crédible. Elle pose ses mains sur le policier et en surjouant des petits spasmes de choc, elle répète plusieurs fois qu'elle veut voir Mike, qu'elle veut le voir tout de suite. « Madame, un homme afro-américain aurait été surpris en train de s'enfuir en courant près de chez vous ce matin. Nous l'avons interpellé. Auriez-vous une idée de qui cela pourrait être ?» Mais la jeune veuve évite la question. Elle continue de faire semblant d'être sous le choc. De ses yeux maquillés, elle arrive même à verser des véritables larmes. Bref, Dahlia joue la comédie et elle le fait très bien. Dans sa tête, tout son plan fonctionne comme des roulettes. On ne saura jamais vraiment si à ce moment précis, elle était vraiment triste pour son mari qui l'a vraiment aimée. Par la suite, les policiers l'escortent jusqu'à une des voitures, en lui disant devoir lui poser quelques questions au commissariat. Une enquête va être rapidement ouverte et son aide peut être très précieuse. Un des policiers visiblement touché lui tend sa main gauche que Dahlia serrait de toutes ses forces. Une fois arrivé au commissariat, les policiers installent Dahlia sur une chaise face à une table, dans une petite pièce fermée et sans fenêtre. On lui apporte de quoi se désaltérer et Dahlia affiche toujours une mine abattue. Les policiers s'installent face à elle et l'interrogent sur Mike. Ils lui demandent si elle pourrait avoir une quelconque idée sur l'auteur de l'assassinat et si Mike avait des antécédents, si quelqu'un lui voulait du mal finalement. Dahlia répond que non, mais que son mari avait un passé criminel et que selon elle, ce sont des anciennes relations avec des personnes mal intentionnées qui l'ont probablement amené à sa perte. Pendant plusieurs très longues minutes, la police écoute attentivement ce que la jeune femme a comme élément à rapporter sans lui poser trop de questions. À un moment, un des policiers se lève et sort de la pièce. Lorsqu'il re-rentre au bout de quelques secondes, il est accompagné d'un homme, grand, menotté. Dahlia le reconnaît tout de suite, c'est lui, le tueur à gages qu'elle a recruté pour tuer son mari. Mais la jeune femme rassemble toute son énergie pour ne rien laisser transparaître. Et le policier lui demande « Connaissez-vous cet homme, Madame D'Ippolito ?»« Non, je ne l'ai jamais vu. »« Et vous, monsieur, connaissez-vous cette femme ?» ?»« Non, monsieur. » Le policier ne pose pas plus de questions et il se contente de se retourner vers le suspect. Puis accroché à sa ceinture, il attrape un trousseau de clés, en sélectionne une, qu'il porte à la serrure des menottes. En quelques secondes, le tueur à gages est libéré de ses liens. Assise face à lui, Dahlia observe la scène et ne comprend pas ce qui se passe. Cet homme est censé être un suspect et on le libère soudainement. Elle ne comprend pas. Dahlia et l'homme imposant se fixent maintenant du regard. Elle est submergée par une vague d'incompréhension. Elle ne sait pas ce qui va se passer dans quelques secondes. « Madame D'Ippolito, je m'appelle Jean Ouidy et je ne suis pas un tueur à gages, je suis officier de police. » À l'écoute de cette déclaration, la jeune femme semble stoïque. Elle ne réagit pas. Jean Ouidy quitte la pièce, accompagné d'un des policiers. Puis un des officiers s'approche de Dahlia et lui demande de joindre ses mains dans son dos. Maintenant, c'est elle qui est attachée. Dahlia se met à regarder vers la porte d'entrée et tout d'un coup, une silhouette apparaît. Une silhouette familière. Dahlia n'en revient pas. Mike est vivant et il est juste devant ses yeux. La réaction de la jeune femme est instantanée. « Oh mon Dieu, viens là Mike, je t'en prie, s'il te plaît, viens Mike !» Mike, les bras croisés, lui adresse un regard mélangé de mépris et une certaine incompréhension. « Je ne peux pas réparer ça après tout ce que tu as voulu me faire. » « Mais pourquoi? Je n'ai rien fait du tout. » La scène est digne d'un véritable film. Elle est prise au piège dans son propre bourbier. Prise de court, elle ne parvient toujours pas à trouver le moyen de reconnaître son crime. Cachée sous sa casquette, la voix tremblante et le regard brouillé, elle ne parvient plus à parler correctement. La jeune femme est en train de réaliser que son secret n'en est plus un, ou que peut-être il l'a jamais été finalement. Depuis le début, elle s'est faite berner, depuis la première rencontre avec le faux tueur à gages. La police était derrière tout ça, et là on peut dire cette fameuse phrase. L'arroseur vient d'être arrosé. Un des agents de police prendra la parole. « Dahlia D'Ippolito, vous allez entrer en prison aujourd'hui. Vous êtes en état d'arrestation pour sollicitation de meurtre. » « Mais je n'ai rien fait. Laissez-moi, je n'ai rien fait. » Elle est en train de nier alors qu'ils ont toutes les preuves. Les policiers l'emmènent et Dahlia se laisse faire en ne montrant aucune résistance. À ce moment de l'histoire, on est en droit de se poser une question. Comment un tel piège a pu être mis en place? À quel moment Dahlia a-t-elle commis une erreur en s'adressant à un policier au lieu d'un tueur? Eh bien c'est très simple, sa plus grosse erreur c'était de contacter son ex-petit ami, Mohamed Shihadeh. Oui, Mike D'Ippolito doit la vie à cet homme. Cet homme qui après sa discussion avec Dahlia
et lorsqu'il a pris sa décision et composé ce numéro de téléphone, a décidé de contacter les autorités de Boynton Beach. Cet homme a fait le choix de la justice, et bien que la police n'ait pas tout de suite accordé une grande importance aux déclarations de Mohamed, elle a tout de même fini par décider d'engager une collaboration inédite avec lui. La police lui a demandé de donner un nouveau rendez-vous à Dahlia sur le parking. Elle a placé des caméras et des micros dans sa voiture pour écouter toute la conversation et tout enregistrer. Ensuite, les officiers lui ont suggéré à ce qu'il demande à Dahlia un acompte de 2000 $. Ça permettait de jauger la détermination de la jeune femme, pour savoir si concrètement ce n'était pas des paroles en l'air. Mais Dahlia a payé sans aucune hésitation. Puis la police a demandé à l'agent Jean Whitty de jouer le rôle de tueur à gages. À partir du moment où Dahlia confirma ses intentions et quitta la voiture de Jean Whitty, elle avait définitivement scellé son sort. Environ 4 jours plus tard, la police s'est rendue très tôt dans la maison des DiPolito. Là, ils ont réveillé Mike en lui expliquant toute cette incroyable histoire, et là, c'était la douche froide pour lui. Il avait du mal à y croire, jusqu'à ce qu'on lui montre tous les enregistrements un par un. Puis la police a installé le décor pour donner l'illusion crédible d'une scène de crime. La suite, on la connaît, Dahlia qui éclate en larmes de crocodile, soutenue par un policier qui surjoue l'empathie. Une véritable scène de théâtre où tout le monde sort son plus beau jeu d'acteur. Cette histoire est juste incroyable. Comme j'ai pu le dire dans la vidéo, la chute est digne d'un film. Je sais pas si vous vous attendiez à tout ça, en tout cas elle s'est fait avoir et heureusement. Maintenant il est temps pour elle de répondre de ses actes face à la justice. Dahlia DiPolito, il est temps pour toi de te faire arrêter et de te faire condamner. Banks. En prison, le premier appel de Dahlia DiPolito est destiné à son mari. Et on peut dire qu'elle ne va pas du tout manquer de culot. Elle va non seulement continuer de nier avoir tenté de le tuer, mais elle va également le critiquer pour ne pas lui avoir trouvé d'avocat. Peu de temps après, Dahlia fut libérée grâce au paiement de sa caution de la part de ses proches pour un montant de 25 000 $. Elle fut libérée sous caution, mais assignée à domicile en attendant son jugement qui débuta au printemps de l'année 2011. Lors des 3 procès, les procureurs ont mis en lumière le fait que Dahlia voulait la mort de son mari pour acquérir le contrôle de ses actifs, qu'elle voulait toucher l'argent de son assurance vie. Pour sa défense, Dahlia a utilisé un argument incroyablement audacieux, vous allez voir. Elle a affirmé qu'elle était au courant d'avoir été filmée par un agent d'infiltration. Elle disait que c'était son mari Mike qui était tellement désespéré de devenir une star de télé-réalité qu'ils ont manigancé tout ça. L'avocat de Dahlia, Michael Salnick, a déclaré toutes les choses suivantes. C'était une cascade prévue par Michael DiPolito, qu'il l'admette ou non. Il espérait capter l'attention de quelqu'un dans la télé-réalité. C'était un canular et ça se voit, pour atteindre une gloire médiatique et gagner beaucoup d'argent. Tout ça n'était qu'une mauvaise farce. Quand il a entendu ces déclarations, Mike a dit qu'il n'avait jamais entendu une chose aussi débile de toute sa vie. Et concernant le jury, quand ils ont vu les vidéos présentes sur le net, ils n'étaient absolument pas convaincus par l'argumentation de Dahlia et de son avocat, tout comme le juge et une bonne partie du tribunal. Surtout que parmi les nombreuses preuves qui accablent Dahlia, il y a des textos coquins qu'elle a échangés avec un autre ex, Mike Stanley, dans lequel elle lui faisait part de ses intentions, qu'elle voulait faire plonger son mari et cacher de la drogue dans sa voiture. Elle voulait que Mike Stanley devienne son complice. Elle lui a proposé qu'il appelle son mari pour se faire passer pour un avocat. C'est là qu'on voit qu'elle était prête à tout, elle était très sournoise. Dans ses confessions écrites, elle avouait également avoir mis un jour de l'antigel dans la boisson de Mike pour l'empoisonner. Mais ça ne fonctionnait pas, ça le faisait juste tomber malade. Bref, Dahlia n'a pas lésiné sur les méthodes pour le faire tomber avant de contacter un pseudo-tueur. Les intentions sont bien là et c'est irréfutable. Il est très difficile maintenant de contester une telle culpabilité. Dahlia DiPolito est déclarée coupable pour sollicitation et tentative de meurtre de son mari. Elle est condamnée pour ça à une peine de 16 ans de prison. Après toute cette histoire, Dahlia a fait un énorme buzz sur internet. Si les vidéos que l'on trouve de Dahlia lorsqu'elle apprend que son mari est mort sont de si bonne qualité, c'est parce qu'une série américaine du nom de Cops a collaboré avec la police pour faire de cette affaire un prochain sujet d'histoire sur leur chaîne de télévision. Les Américains, c'est vraiment des fous quand même. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment dans un autre monde. Enfin bref, ils sont vraiment perchés, je trouve. Avec eux, ça va toujours hyper loin. Faut pas que ce soit normal, non, toujours dans l'excès. Bref, reprenons, Mike DiPolito a déclaré toutes les choses suivantes. Les gens me disent souvent que j'ai de la chance d'être en vie. Si Dahlia avait par la suite joué franc jeu et s'était repenti, j'aurais peut-être pu pardonner tout ça. Mais quand j'arrive au tribunal et que j'entends dire que je voulais participer à une émission de télé-réalité, non seulement elle dit ça, mais ses avocats le permettent, c'est ridicule. Elle aurait pu dire que des extraterrestres ont atterri, qu'ils l'auraient confirmé. Si elle voulait voler mon argent et me quitter, elle
aurait dû divorcer, ce n'est pas une bonne personne. Elle ne regrette pas ce qu'elle a fait et elle n'a aucun remords. Pendant ses procès, Dahlia a vécu chez sa mère en résidence surveillée et elle est tombée enceinte. Concernant son fils, qui il est et de qui il est, on n'a aucune information là-dessus. Tout est resté privé. Dahlia D'Ippolito purge actuellement sa peine de 16 ans de prison dans l'établissement correctionnel Lowell en Floride. Elle en sortira à l'âge de 50 ans en 2032 et son fils aura alors 16 ans. Ses avocats luttent toujours contre sa condamnation. Pas plus tard qu'en février 2020, un juge a refusé d'entendre sa cause en appel. Mais un de ses avocats a juré de continuer à déposer des requêtes devant les tribunaux. Encore aujourd'hui, Dahlia D'Ippolito continue de clamer son innocence. Ainsi se termine cette affaire, et comme vous l'avez vu, cette histoire change complètement de ce qu'on a l'habitude de voir. J'attends vos avis concernant Dahlia D'Ippolito et ce que vous avez pensé de cette affaire. La majorité la considère coupable, mais on peut encore débattre en commentaire, s'il y en a parmi vous qui ne sont pas d'accord. En tout cas, c'était une putain d'histoire comme j'en avais jamais entendu auparavant. J'espère que vous avez apprécié le sujet, qui n'a jamais été traité en France d'ailleurs. Merci encore à vous pour votre soutien, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous et de votre famille, c'était Mogota.